Moi, je vais te faire une confidence. Je l'ai jamais vraiment eu, ce syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup dit que je l'avais parce que je pensais que c'était la bonne chose à dire. Parce que je pensais que c'était le seul moyen de me rendre sympathique aux yeux d'un public que de dire moi aussi, je ne me sens pas légitime à être là. Globalement, moi, j'ai appris que j'allais être sur scène avec le président de la République dans le cadre de sommet, peut-être 5 jours avant le sommet. D'accord. Et on n'avait aucune idée de son déroulé, donc j'avais pas de temps de préparation à proprement parler, même pas comment ça allait se passer. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à me contorsionner là-dedans ? Je me disais, c'était une très mauvaise idée, on n'aurait jamais dû accepter, je vais me casser la gueule. Ok. Amina, je suis ravi, mais vraiment, de te recevoir dans ce podcast du silence à l'éloquence. Et je vais tout simplement commencer par dire bonjour. Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Amina, tu es quelqu'un particulièrement éloquente, que je sais en plus doté d'une intégrité forte, et qui, tu me l'as dit et tu me l'avais déjà dit, te sert de la parole pour avoir de l'impact, que ce soit pour les causes qui t'importent ou que ce soit pour les personnes autour de toi et dans tes projets. On va prendre le temps de parler de ça, prendre le temps de revenir aussi sur ton parcours, cette évolution, cette éloquence qui t'a permis de porter des choses encore une fois importantes. Je voudrais savoir, pour commencer et parler de toi, quelle place tu donnes à la prise de parole aujourd'hui ? À quel point parler, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi et pour tes activités aujourd'hui ? C'est une super question. Je pense que c'est une partie intrinsèque de moi. M'exprimer en public, c'est devenu quelque chose qui est devenu central dans mon identité personnelle. Je pense que c'est important pour moi parce que c'est un moyen vers une fin, avant tout, c'est ce que tu disais. Moi, ça me permet d'exprimer au plus large public les intentions, les volontés, les sentiments, les besoins des groupes que je représente, en tout cas de la communauté que je représente, qui est celle de mon association, mais aussi d'essayer d'apporter un sentiment de nuance, de conversation, de rapport aux autres que je trouve vraiment important et qui me permet, moi, de me projeter dans des espaces auxquels j'aurais pas eu accès si j'avais préféré le silence. Et donc pour moi, c'est vraiment un vrai moyen vers une fin. Et par ailleurs, je pense que c'est devenu une part à part entière de mon identité. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand les gens me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un qui aime bien parler. Et c'est tant mieux, parce que c'est vrai. Et que par ailleurs, moi, ça me permet vraiment d'ouvrir des portes qui m'auraient jamais été accessibles si j'avais pas fait cet exercice. Ça a toujours été le cas, cette amour pour la parole. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ? Je dis ça pour savoir, est-ce que de base, tu es quelqu'un de plutôt timide ? Est-ce que tu es plutôt extraverti ? Je pense pas être quelqu'un de très timide, de fait. Enfin, j'aime bien les gens. Les gens m'intéressent et du coup, je vais vers eux assez naturellement. Je suis quelqu'un de très réservé, en revanche. Donc, je vais être beaucoup dans ma tête et je vais beaucoup réfléchir aux mots justes. Ce qui est une obsession assez omniprésente dans ma vie, cette notion du mot juste, de pouvoir dire clairement ce que j'entends. Par contre, je sais pas si c'est par la parole que c'est devenu quelque chose de plus simple, mais plutôt par la scène. En fait, j'ai fait beaucoup de musique plus jeune. D'accord. Et donc, depuis que j'ai 5 ans, j'ai l'habitude d'être devant un public. J'ai l'habitude d'avoir cette espèce de moment showtime où, en fait, il faut faire le mieux et donner le meilleur de soi-même devant un public. Et en fait, ça m'a permis, d'une certaine façon, de démystifier la prise de parole en public aussi. Et après, je pense que depuis très longtemps, j'ai un certain amour pour le sens de la démonstration et la rhétorique, que je consomme beaucoup et où, du coup, ça m'a beaucoup permis, moi, de me sentir plus à l'aise en tentant de le faire. Trop bien. Là, tu dis deux choses. À la fois l'exposition, quête de la musique, et puis cet amour. Il vient d'où cet amour ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est la culture ? C'est peut-être quelque chose qui vient de toi naturellement ? J'y ai jamais vraiment pensé, mais je pense que moi je viens de Marrakech, c'est une ville où il y a une culture de l'oralité qui est omniprésente, où les gens s'expriment énormément en métaphores, en proverbes. C'est une culture très imagée, très drôle aussi, donc il y a un vrai sens de l'humour qui est propre à cette ville. Et je pense que quand on baigne là-dedans, on est entouré d'orateurs. On est entouré de gens extrêmement éloquents qui en fait sont à la table à manger, au restaurant, au café, au hammam, et c'est ni une histoire de genre, ni une histoire de classe sociale, ni une histoire d'âge. Tout le monde, d'une certaine façon, dans cette ville, adore parler. Et donc, je pense que ça crée un peu un terrain favorable. Après, mes parents, eux, moi, mon papa, c'est un vrai timide, pour le coup. Ok. Un très, très grand timide. Mon père utilisait moi avec grande parcimonie. Avec moi, il l'est moins, mais je pense que c'est vraiment pas quelqu'un où la prise de parole, il me l'a souvent dit que ce que je faisais, moi, c'était son pire cauchemar à lui. Wow. En revanche, eux m'ont toujours laissé parler. Donc, ils m'ont toujours créé un espace pour que je puisse exprimer des opinions, poser des questions, développer une idée. Et en fait, quand on a dans son espace familial un sentiment d'avoir le droit, bah en fait, il s'étend un peu partout, ce sentiment. Et je pense que c'est pour ça que ça me met aussi peu mal à l'aise de parler en public.
C'est top, ce sentiment d'avoir le droit. Souvent, il s'observe au travers de croyances qu'on a, certaines peurs qu'on a d'être critiqué, d'être jugé, d'être légitime. Je sais que c'est un vrai sujet. Parfois, est-ce que je suis à ma place quand je dois parler? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être traversé par ce sentiment d'illégitimité, de te poser des questions, de te dire c'est peut-être pas à moi de le faire ou peut-être que je suis pas à ma place? Bien sûr, évidemment, et je pense que c'est sain en fait de se poser cette question. Okay. Mais je pense que c'est important de le prendre à l'envers. Est-ce que c'est moi qui ai décidé de m'exprimer ou est-ce qu'on m'a demandé de le faire? Dès lors qu'on me demande de le faire, il faut se faire un arbre à décision presque. Dès lors qu'on m'a demandé de le faire, c'est qu'il semblerait que je sois légitime à le faire. Sinon, on m'aurait pas demandé, on aurait demandé à la voisine, au cousin, à quelqu'un d'autre. Si c'est moi qui décide de le faire, pourquoi? Est-ce que j'ai quelque chose de pertinent à dire? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai envie de transmettre? Est-ce qu'il y a un moment que j'ai envie de saisir? Et en fait, tout ça crée de la légitimité de fait. En fait, s'il faut parler, si vous avez envie de parler, vous êtes légitime à le faire. Par contre, parler de choses qui... En soi, moi, je vais pas me pointer et se mettre à te parler de mécanique des fluides. J'en sais rien. Ah, tu pourrais. Hein. Je pourrais, mais ça ne servira à rien. Ouais. Et en fait, si ça ne sert à rien, c'est peut-être pas la peine. Et moi, c'est un peu comme ça que j'essaye d'évaluer ma pertinence à prendre la parole. Et il y a plein de fois où j'ai dit non. Donc, il y a plein de fois où on m'a demandé de prendre la parole sur des sujets et j'ai dit je ne suis pas experte de ce sujet. En fait, je suis experte d'aucun sujet. Mais c'est pas ma place. Il y a mieux. Il y a quelqu'un qui aura une posture, une incarnation qui sera plus pertinente que la mienne. Et par ailleurs, je ne vais pas me contorsionner dans des sujets qui ne sont pas les miens. Parce que ça me génère un effort qui est spectaculaire et pas utile. Et le public ne gagnera pas plus que ce qu'il est censé avoir, d'une certaine façon. Et donc, moi, vraiment, sur cette question de légitimité, je l'ai beaucoup désacralisée en me disant, si on me demande de le faire et que je me sens à l'aise sur les sujets, c'est que je suis légitime à le faire. Après, ça, c'est dans le cadre de prise de parole en public face à un vrai public. Mais des fois, le public, c'est ses collègues, c'est des amis, c'est ce genre de personnes. Et là encore, en fait, votre légitimité, elle est uniquement tirée du fait qu'il y a des gens qui sont prêts à vous écouter. S'ils sont prêts à vous écouter, vous êtes légitime à parler. Et le dernier truc, c'est que, en fait, de cette notion de légitimité, je pense que on touche un peu du doigt la notion de syndrome de l'imposteur. Et j'aimerais vraiment qu'on réussisse à enfin déconstruire ce sentiment. Moi, je vais te faire une confidence. Je l'ai jamais vraiment eu, ce syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup dit que je l'avais. Parce que je pensais que c'était la bonne chose à dire. Parce que je pensais que c'était le seul moyen de me rendre sympathique aux yeux d'un public que de dire « moi aussi, je ne me sens pas légitime à être là ». Alors qu'en réalité, je me sentais tout à fait légitime et que je voyais pas... En fait, pourquoi je serais un imposteur dans mon propre écosystème? Et qu'est-ce que je fais qui ferait que je serais un imposteur? Enfin, moi, je le fais, mon travail. Et tant qu'on est bien sûr qu'on le fait, son travail, et qu'on le fait avec l'intégrité qu'on a et avec la force de travail qu'on a, moi, je vois pas l'imposture où est-ce qu'elle se trouve. Super intéressant. Donc d'un côté, tu dis que si on vient vous chercher, c'est que vous êtes légitime, on vous a demandé. Choisi. Oui. D'un autre côté, il y a de la préparation, il y a un travail à avoir. Bien sûr. Et puis, tu dis que toi, tu n'as jamais été traversé par ça. C'est l'occasion de te demander de te présenter. J'aurais peut-être pu commencer par ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, nous parler aussi de Je m'engage pour l'Afrique? Et puis, j'aurais plein de questions à te poser sur la base de ton parcours. Du coup, je m'appelle Amina, j'ai 29 ans et j'ai un parcours très axé sur l'économie du développement, le développement du continent africain plus spécifiquement et les études postcoloniales. Donc, j'ai fait une école de sciences politiques avec une spécialisation Moyen-Orient, Méditerranée, où j'ai fini en fait par totalement bifurquer plutôt sur le continent africain par passion personnelle, mais aussi par intérêt multiple sur des questions économiques, sociales, techniques qui, moi, vraiment me passionnent au quotidien. J'ai aujourd'hui 2 missions, on va dire. Je suis chargée d'investissement dans un fonds qui s'appelle le Fonds d'innovation pour le développement. Donc ça, c'est mon travail de jour. C'est un fonds qui vise à tester, expérimenter des solutions de lutte contre la pauvreté et les inégalités basées sur des preuves d'impact rigoureuses. C'est le fonds qui a été notamment lancé par Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie 2019 et qui est logé à l'Agence française de développement. Et donc, c'est un fonds qui nous permet d'avoir une vraie conversation sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités, mais substantié par des faits. Et mon travail de nuit, parce qu'en général, c'est les soirs, les week-ends et tout le temps qui m'est disponible, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Je m'engage pour l'Afrique, avec Ileana Santos et un parterre de gens extraordinaires, où l'objectif, c'est de créer un espace de conversation pour permettre aux jeunes
de s'impliquer sur les grandes questions qui feront l'Afrique de demain. Donc, et surtout les questions où ils ont longtemps été invisibilisés. Donc il faut imaginer la question du développement de l'Afrique comme une question à remparts multiples. Donc on attend des jeunes qu'ils parlent uniquement du fait qu'ils sont jeunes dans ce continent ou des fois du climat. On attend des plus vieux de parler de dette publique et de croissance, etc. Et on attend des dirigeants de ne parler à personne. Une fois qu'on a imaginé ce cycle de remparts, moi comment est-ce que je fais pour que ce jeune en fait il puisse les transpercer. Et les transpercer, en général, ça passe par la parole. Ça passe par le sentiment d'être en mesure de s'exprimer, ça passe par les nourrir aussi. Donc, on a des programmes de formation, d'idéation et de prise de parole. L'idée, c'est d'avoir des gens qui se forment à ces questions, qui se sentent légitimes, pouvoir manipuler ces concepts très complexes comme la dette publique, par exemple, ou des choses de ce type. Ensuite, leur permettre de rencontrer des experts et en fait de nourrir leur esprit de nouvelles idées. Donc, ils rencontrent économistes, techniciens, urbanistes, architectes, tous ceux qui font le monde, en fait. Ils les ont à leur disposition. Et ensuite, on leur permet de suivre des circuits où ils peuvent prendre la parole dans les médias, la presse, des conférences, des rendez-vous multilatéraux, des choses comme ça, pour qu'eux aussi puissent porter la voix du continent qu'ils souhaitent. Et donc, en fait, c'est tout ce continuum qui fait JMA. Donc, ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a formé plus de 1000 bénéficiaires. On opère aujourd'hui sur 6 pays, principalement en Afrique du Nord, centrale et de l'Ouest. Et on est aujourd'hui basé à Paris, incubé à Abidjan, et avec une très forte volonté de croissance et de passage à l'échelle que je nous souhaite. C'est génial parce que l'impact de cette association, de ce mouvement doit être déjà incroyable et j'imagine que ce n'est que le début. J'espère. J'espère aussi. Comment on fait pour accompagner un jeune qui participe à vos programmes? Parce que j'imagine que ces jeunes ou ces personnes se posent plein de questions, ont plein de doutes. C'est quoi la difficulté principale qu'ils ont avec la parole? Je pense que c'est exactement ce qu'on se disait. C'est ce sentiment de légitimité qui, je pense, n'est pas à sa bonne place. Ouais. Je pense que le sentiment de légitimité est toujours perçu comme quelque chose d'immensément personnel alors qu'il est immensément contextuel. Je suis tout à fait légitime à parler de mon association. Je ne suis pas légitime à parler du système parlementaire de Moldavie. Et en fait, dès lors qu'on a déconstruit ça, ça leur permet ensuite de se dire je peux acquérir la légitimité. Si j'ai envie de parler d'urbanisme, je peux acquérir cette légitimité par le travail. En substantiant mes propos par des faits, en posant des questions, en ayant ce rapport discursif avec les gens, en appréhendant le débat d'une autre façon. Je pense que, en tout cas, l'univers francophone imagine le débat comme une joute verbale, où il y aurait un gagnant, un perdant. Nous, on essaye de déstructurer ça et imaginer le débat comme une conversation où il faudrait arriver non pas à un consensus, mais à une forme de mise en entente. D'arriver à se dire je ne suis pas d'accord avec toi, on voit le monde de façon différente, mais j'ai compris ce que tu entends, j'ai compris ce que tu veux dire. Et à partir de là, en fait, leur donner cette capacité de se dire je ne perds aucun débat. Et si je ne perds aucun débat, je vais continuer à en faire parce qu'en fait, je ne fais que gagner en compréhension du monde, en construction de mon argumentaire, en concision, en précision, toutes ces choses qui pour moi sont essentielles en tant que personnes qui manipulent un peu la rhétorique. Et ça leur permet ensuite d'être de meilleurs performeurs, en fait, d'une certaine façon. Je pense que apprendre à prendre la parole en public, ça te permet de mieux construire ton argumentaire, de mieux sélectionner un peu les illustrations que tu veux lui apporter, d'être plus précis, concis, d'arriver à dire les choses clairement. En tout cas, moi, c'est ma volonté. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de leur apporter. Et après, nous, donc l'unité de mesure principale qu'on cherche à influer, c'est celle de l'aspiration. Ok. Donc, c'est comment on fait pour pas modifier, mais augmenter l'aspiration des jeunes à quelque chose de différent. Tu veux dire l'ambition, le fait de vouloir viser haut? Aspirer à quelque chose d'autre. Ouais. Donc, et pas forcément à juste du leadership. Moi, je suis très méfiante de la notion de leadership. Je trouve que c'est du nombrilisme caché. D'accord. Mais aspirer à... moi, ce qui m'obsède pas mal en ce moment, c'est la notion d'ambition morale. Donc, en gros, l'ambition morale, c'est l'idée de réinsuffler chez les jeunes la volonté de réussir en accomplissant quelque chose de moral. Et quand je dis moral, c'est pas moralisateur. Je sais ce que tu veux dire. C'est quelque chose de bon pour la société, quelque chose qui vient influer positivement sur le sens commun. Et pas juste économique, pas juste faire de l'argent. Exactement. En fait, on a passé trop de temps à annexer le succès au succès économique. Et peut-être qu'il faudrait remettre le curseur sur une forme d'ambition morale pour permettre aux gens de vouloir, de leur carrière, faire quelque chose de bien. Et donc, c'est Rutger Bregman, qui est un historien néerlandais, qui a un peu théorisé cette question, et j'invite tes auditeurs à la regarder, parce qu'il est vraiment super. Et nous, c'est ça qu'on essaye d'insuffler, cette forme d'ambition morale, de se dire, demain, vous aussi, même si vous sentez que vos systèmes politiques sont verrouillés, en fait, vous pouvez avoir un impact, et vous pouvez avoir de l'influence, et c'est possible. Ouais, et si c'est possible,
si j'y crois, peut-être que je vais oser me former. Tu as dit quelque chose par rapport au débat. Tu as dit qu'aujourd'hui, le débat, c'est une joute. Une joute, on gagne, on perd. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et ce que tu dis, c'est que on ne cherche pas à gagner, à convaincre, on cherche à trouver un compromis à défaut d'un consensus. Et pour ça, et grâce à ça, on va vouloir continuer à apprendre, à se développer, etc. Il y a un biais que j'observe qui est que souvent, chez ces personnes qui se sentent illégitimes, elles veulent tout savoir, tout apprendre, tout préparer, tout bien faire. Comme ça, vu que je sais tout, je m'en sortirai mieux. Et je trouve que souvent, ces personnes tombent dans le biais de la surpréparation. Complètement. Et donc, c'est la poésie du CE2 où, du coup, je dois apprendre par cœur et je passe à côté. Comment tu fais pour éviter ce biais de la surpréparation? Et ce sera l'occasion aussi de parler de ta préparation par la suite. Déjà, apprendre par cœur, je pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ça rigidifie ton propos. Ouais. Et apprendre par cœur, ça veut nécessairement dire que dès lors que la conversation bifurque, tu seras peut-être pas en mesure de bifurquer avec. Parce que moi, je le dis tout le temps aux gens avec qui on travaille, ça ne m'importe très peu le début de ta phrase. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. En fait, le début de ta phrase n'a pas besoin de me renverser de ma chaise. La fin de ta phrase, la fin de ta démonstration, le point que t'as envie sur lequel tu as envie de m'emmener, en revanche, il est très important. Et donc, j'ai pas besoin que tu m'écrives exactement tout ce que tu vas me raconter. Si t'en as besoin, toi, pour ta propre préparation et retrouver un peu des lieux communs, super. Mais si c'est uniquement pour se sentir complètement à l'aise, tu te sentiras extrêmement mal à l'aise. Parce que le moindre bruit, le moindre geste, la moindre question, pas formulée comme toi tu l'attendais, tu vas finir par perdre tes moyens. Okay. Et après, sur la surpréparation, qui a un biais très connu qui s'appelle le biais de Dunning-Kruger, qui est en fait, plus les gens en savent le moins, plus ils sont persuadés qu'ils en savent le plus. Il faut partir du principe que tu n'auras jamais assez de préparation pour tout savoir. Et donc, à partir de là, priorise. Qu'est-ce que tu dois absolument transmettre comme message ? En fait, pars de ton argument, pars de ta conviction, et ensuite, substantie-la par les faits que tu cherches. C'est ça le travail de conviction. T'es pas là pour faire un cours. Enfin, si t'es là pour faire un cours, tu fais un cours, mais là, tu le prépares. Mais t'es là pour essayer de transmettre une idée. À partir de là, pose l'idée et ensuite substantie-la par des faits. Pas l'inverse. Ouais, je trouve ça super pertinent de se dire je suis pas en train de chercher pour me rassurer ou à la limite pour tout comprendre, mais je cherche pour nourrir des idées. Exactement. Et une fois qu'elles sont assez nourries, on va donner parce que finalement, je me concentre sur l'autre et pas sur moi qui dois tout savoir, quoi. Et en fait, dans le cadre d'un débat, si on accepte qu'il n'y a ni perdant ni gagnant, si on est contredit de face et que la personne apporte un argumentaire qui est peut-être plus pertinent ou que vous n'aviez pas en tête ou que vous n'aviez pas envisagé, c'est vous qui venez de gagner. Parce que vous venez de comprendre une faille dans votre argumentaire, vous venez de voir un truc qui ne fonctionnait pas, vous avez l'opportunité de vous améliorer et vous aurez appris un truc. Trop bien. Et par rapport à ça, tu disais tout à l'heure, Amina, en off, que toi, tu es quelqu'un qui écrit tout. Et ça m'a étonné parce que souvent, les conférenciers que j'ai interviewés, même moi, à un moment donné, tu peux tomber un peu dans cette logique de « je connais mon affaire, je vais pas tout préparer, en tout cas, je vais pas tout écrire et je vais passer par des points clés qui me permettront de structurer mon argumentaire ». Ça veut dire quoi tout écrire ? Ça veut dire que tu apprends tout, ça veut dire que tu fais l'effort à chaque fois de prendre des pages et des pages pour gratter du papier. Moi aussi, j'étais tombée dans le travers. En fait, c'est pour ça que j'écris tout maintenant. En fait, j'étais tombée dans ce travers de me dire ça va, je connais mes lieux communs, j'ai l'habitude de faire ça, je prends la parole 1 à 2 fois par semaine en ce moment, ça va aller. Et en fait, à un moment, je me suis dit quelle paresse. Parce qu'en fait, le but pour toi, c'est aussi de te renouveler. De pouvoir apporter d'autres arguments, d'évoluer toi-même. Pour toi aussi, c'est un apprentissage. Pour toi aussi, c'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. Et donc, ce serait paresseux de ta part de ne pas te donner l'opportunité de continuer de t'améliorer. Et puis aussi, en fait, je m'écoutais parler. Et je pense que j'ai une hantise, c'est que je déteste m'écouter parler. Pas regarder des vidéos, mais réaliser que je suis en train de monopoliser la parole. Ça veut dire quoi, s'écouter parler ? Souvent, c'est une expression, mais est-ce que ça veut dire que tu parles et tu es en mode ah, c'est bien ce que je dis, c'est pas bien ? Non, au contraire, ça veut dire que j'arrive à entendre le son de ma voix dans ma tête et ça me crispe. Je sais pas comment t'expliquer. C'est que j'ai arrêté d'être dans une conversation, dans un débat ou dans une démonstration et que là, je brasse un peu du vent. Et en fait, dès lors que j'ai l'impression de brasser du vent, ce qu'on est complètement capable de faire et qui peut être utile quelquefois pour faire diversion, moi, ça me crispe. Parce que je pense que les gens en face méritent mieux que je leur brasse du vent et que je fasse des petits tours rhétoriques parce que c'est facile. Et du coup, moi, c'est ça un peu qui ne m'intéresse pas, que je n'ai pas envie de faire. Et c'est pour ça que je travaille autant avant. Après, ça dépend du type de prise de parole. Si l'idée, c'est juste de représenter l'organisation, de réintroduire ce qu'on fait, pourquoi, etc., en général, j'ai pas besoin d'écrire des textes, des pages et des pages de texte. Je connais déjà mon pitch par cœur. Je vais juste essayer au mieux de l'adapter à mon public et d'apporter un peu des comparaisons utiles en fonction du public. Si je parle à des gens de la tech, si je parle à des
à des ingénieurs, des industriels, je vais adapter un peu mon type de discours. Si c'est vraiment pour présenter quelque chose de nouveau, une démonstration, là oui, je vais beaucoup écrire. Et en fait, je vais écrire comme en grande démonstration, comme un essai, comme une synthèse. Okay. Je vais essayer de sortir tout, je vais lire des papiers, trouver des chiffres qui m'intéressent, essayer de poser les arguments là où j'ai envie de les poser, mais je vais pas l'apprendre par cœur. Okay. C'est comme si c'était un peu mon palais mental quelque part là dans ma tête, où je sais que je pourrais me souvenir de quelques lignes que j'aurais grattées quelque part à un moment et qui pourront me sortir d'une certaine impasse si jamais j'étais dans une impasse. Et moi, j'ai une grande chance, et ça je le sais, c'est que j'écris comme je parle, comme je m'exprime en public. Ok, tu arrives à oraliser l'écrit, ouais. Ce qui fait qu'au final, il n'y a pas de distance entre ce que j'ai écrit et ce que je dis. Ouais. Et par exemple, tu vois, il y a une de tes prises de parole qui est très connue parce que beaucoup consultée, plus d'1 million de fois sur YouTube, où tu interroges le président Emmanuel Macron dans le cadre d'un sommet sur l'Afrique. Est-ce que ça, tu l'as totalement préparé? Et puis, je suis curieux de savoir comment tu t'es senti au moment où tu interagis avec le président. Ouais. Donc, pour te faire la full confidence, ce texte a été écrit 3 heures avant cette intervention. Okay. Globalement, moi, j'ai appris que j'allais être sur scène avec le président de la République dans le cadre de sommet, peut-être 5 jours avant le sommet. D'accord. Et on n'avait aucune idée de son déroulé, donc j'avais pas de temps de préparation à proprement parler, et j'avais même aucune conviction que j'allais m'exprimer tout court. En fait, je ne savais même pas comment ça allait se passer. Donc j'y vais en me disant, c'est une opportunité en or pour JMA qu'on vient de fonder à ce moment-là, je crois qu'on a 8 mois. On se dit, ok, quel coup de projecteur incroyable. On a un sujet qui nous intéresse, qu'on a envie de porter sur l'espace public et qui est souvent soit invisibilisé, soit phagocyté par l'extrême droite, qui est la question du transfert de fonds des étrangers. Donc c'est l'occasion de reprendre un peu les clés de ce débat. Et globalement, quelle expérience de fou pour une association comme la nôtre, on y va. Donc on arrive, on est censé voter sur des sujets qu'on a envie de traiter avec les 10 autres personnes avec qui je partageais la scène. Et en fait, aucun des sujets, moi, ne me semblait être, j'utilise beaucoup ce terme, mais ma DA, ma propre direction artistique, si tu veux. Pourquoi ? Parce que c'était des sujets qui n'étaient pas portés par mon asso, que je trouvais immensément importants et que moi, personnellement, en fait, sont centraux dans ma vie, des questions de décolonialité, des questions géopolitiques, tous ces sujets, mais qui ne font pas partie aujourd'hui du quotidien de l'association. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à me contorsionner là-dedans ? Où est-ce que je vais trouver ma place ? Et comment est-ce que je vais être légitime ? Alors que, en fait, je ne fais pas partie de ce quotidien-là. Au même titre, j'étais la seule nord-africaine de tout le parterre. Ça parlait énormément de France-Afrique, etc. Nous, au Maroc, la France-Afrique, elle s'exprimait très différemment aussi. Donc, dans cette situation, tu pouvais ne pas te sentir totalement légitime. Ah, je me sentais pas du tout légitime même. Ok, d'accord, pas du tout. Je me disais, c'était une très mauvaise idée, on n'aurait jamais dû accepter, je vais me casser la gueule. Ok. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, se casser la gueule, c'est pas une option. Donc maintenant, on trouve des solutions tout de suite. Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que moi, ma parole soit entendue ? Et du coup, j'ai réussi à négocier pour que le sujet de transfert de fonds puisse être intégré, alors qu'il faisait pas partie des sujets au départ, mais vraiment quand j'ai joué des coudes, quoi. C'est-à-dire, donc c'est plutôt en off que tu as fait ça, ou c'est ma façon d'introduire le sujet ? Okay. Un peu les deux. Un peu en disant, ah ben là, mais vous voyez bien qu'on ne parle pas d'économie, c'est hyper important. Donc il y a eu un jeu de négociation entre tout le monde et un jeu en off où je disais, vous savez, si vraiment on fait que des sujets hyper politiques, dictature, etc., c'est hyper important. Mais on va perdre le public à un moment, ça va s'envenimer. Laissez-moi bifurquer le temps d'un instant, ça fera aux gens la respiration. Et enfin voilà. Donc il y a eu tout un travail de négo qui a fonctionné. Et après, en gros, c'était jeudi matin, on s'est mis d'accord sur les sujets finaux et jeudi 15h, il fallait aller sur scène. Donc le texte en question, je l'ai écrit sur mon téléphone et je l'ai envoyé par SMS à quelqu'un qui me l'a imprimé sur une feuille. Et sur ce texte, je crois que j'ai presque tout écrit, sauf le début et un peu le fond du propos parce que c'était déjà des choses que je voulais dire. Ok. Et du coup, j'ai pas écrit mon intro, ce que j'ai regretté. C'était difficile de commencer quand tu savais pas comment accrocher le... En fait, j'ai été victime du même biais que je pense plein de gens que tu as pu voir dans tes 10 ans d'expérience, c'est que j'ai voulu tout dire. Ok. En fait, j'ai voulu trop dire. Mais j'avais 2 minutes, même pas. Comment ça se fait que tu as voulu tout dire ? C'est quoi ? C'est la pression dans ce contexte ? C'est un peu le truc à la Eminem de One Shot, One Opportunity. Tu te dis, en fait, en plus, c'était ma plus grosse prise de parole à date. La première fois que je parlais devant autant de gens, la première fois qu'on représentait sur une aussi grande scène l'association. Et du coup, je voulais vraiment tout dire. Et je voulais faire 2 choses. Je voulais dire qui j'étais et qui était mon association. Okay. Et en fait, je pense qu'il n'y avait la place que pour l'un des deux. Et qu'à choisir, j'aurais préféré dire qui était l'association plutôt que qui j'étais, qui est totalement subsidiaire. Et au final, j'ai fini par avoir une
une formule malencontreuse que j'ai beaucoup regrettée parce qu'elle ne transmettait pas exactement ma pensée. Et du coup, ça m'a beaucoup saoulée. C'était quoi cette formule ? En fait, j'ai essayé de poser subtilement le sujet du droit de vote des étrangers aux élections locales. Et au final, ma phrase laissait penser que je demandais à Emmanuel Macron la nationalité française. Okay. Ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, j'essayais juste de dire je suis un membre à part entière de la citoyenneté française parce que je participe activement et que je suis extrêmement présente. Pourtant, ma voix n'est jamais entendue dans ces élections. Et en fait, les gens ont lu « Ah, elle est venue jusqu'ici pour demander la nationalité à Macron ». Ce qui n'était pas du tout mon but. Mais ça m'a appris à faire preuve de synthèse et de me dire, en fait, on ne peut pas tout dire dans un temps aussi compté, donc autant dire l'essentiel. Et après, je voulais absolument finir par quelque chose qui dénotait un peu d'humour, de sarcasme, de quelque chose comme ça. Et donc la dernière phrase, je l'avais bien écrit pour le coup. Trop bien. Il est impressionnant, Emmanuel Macron, de près ? Non. Honnêtement, non. Par contre, c'est un orateur hors pair. Okay. C'est vraiment... Ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à maîtriser tout le monde autour de lui, la foule, lui-même, et aussi un peu son staff, parce que j'imagine que le cabinet était, je les voyais pas, mais j'imagine que le cabinet était dans tous les sens en train de courir pour bien vérifier s'il a dit le bon truc avec les bonnes personnes, etc. Et il a cette capacité à piéger. Okay. Donc il a tendu beaucoup de pièges à beaucoup de mes camarades. Justement, ce manque de préparation potentielle, qui était structurel, parce qu'on nous a pas donné le temps de la 5 préparation. jours avant, comme tu l'as dit. Ouais. En fait, laisser trop de place au piège, et en fait, beaucoup d'entre nous sont tombés dedans. Et il a aussi cette capacité à feindre l'écoute active. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, cette écoute active te donne vraiment l'impression que t'es presque épié. Et donc, tu fais très attention à tout ce que tu dis parce que tu te dis, oh, là, il vient de noter le mot, oh là, je vais me faire avoir, là, je vais me faire avoir, je vais me faire piéger. Et donc, en fait, il crée cette espèce de petite terreur qui existe et c'est ce qui fait qu'il est un orateur à la française, donc de la joute verbale. Lui, il n'est pas là pour discuter, il est là pour gagner. Et ce soir-là, pour le coup, il a gagné. Ça, j'en suis sûre. Je trouve ça vraiment bien d'avoir le behind the scene parce que je l'ai vu la vidéo, beaucoup de gens l'ont vu. On ne voit pas tout ce que tu dis, c'est-à-dire que moi je vois pas quelqu'un qui est particulièrement dans une forme d'impréparation, etc. C'est même plutôt l'inverse. Et quand je te vois, je te connais un peu, j'adore chez toi ce côté... Tu sais, tu as cette capacité, je trouve, à être dans ta bulldozer, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut me perturber. Et ce que tu vois chez Macron, moi je le vois un peu chez toi aussi, ce côté capacité à être vraiment une oratrice parfaite, solide. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, ou est-ce que ça peut t'arriver aussi à côté d'être stressé et au final de pas du tout le montrer, en sorte que ça se voit pas du tout? Moi, j'ai vraiment appris à gérer ce stress. Ouais. Mais c'est aussi parce que je pense vraiment faire partie de ce type de personne. Et du coup, ça me fait sourire que tu le remarques. Mais moi, c'est comme s'il y avait un bouton Showtime dans ma tête une fois que je montais sur scène et où en fait tout s'éteint. Et je sais pas comment t'expliquer, mais ça crée presque une espèce de vision tunnel où maintenant, en fait, c'est maintenant. Et là, je vais vraiment tout donner et je sais que en fait, je peux m'entraîner pendant des jours. Ce sera jamais aussi bien que sur scène. Mais c'est parce qu'il y a un rapport aussi avec le public que j'adore et où je vais vraiment adapter ma diction, mon discours, mes pauses, le moment de... En fait, il y a une conversation qui se passe presque instantanément avec le public où c'est ça qui nourrit un peu ma prise de parole et qui, je pense, me rend meilleure. Où j'arrive à capter un regard, un sourire, des yeux interloqués. Et en fait, ça me permet directement de me réadapter. Et après, le stress vient après. Ouais. Donc moi, tout le stress retombe après en me disant « Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai dit un truc qui va pas, est-ce que machin, et donc je me refais le film 30 fois, un petit peu avant, mais je pense que mon truc Showtime s'active assez tôt en fait dans la matinée ou dans la soirée, mais rien sur le moment. Donc sur le moment, c'est vraiment, c'est comme une bulle, c'est comme un sentiment d'être toute seule. Ouais. Et après, je vais pas te mentir, très honnêtement, j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Ouais, c'est ça aussi. Donc il y a aussi un truc que moi j'aime bien, moi ça m'amuse, donc moi je suis contente de faire ce genre de choses. Et après, je sais pour qui c'est inconfortable, et j'en connais beaucoup, moi je les trouve 100 fois meilleurs parce que moi je me repose un peu sur mes lauriers. Moi j'ai pas de problème à faire des blagues en public ou à rigoler ou à trébucher, à revenir parce que c'est pas un espace qui me fait peur, mais réussir à faire ça quand on est par ailleurs extrêmement inconfortable, je trouve que c'est une force de caractère et un courage que je trouve assez impressionnant. Ouais, je suis carrément d'accord. Tu penses qu'on peut le développer, ce bouton on-off ? Moi, je pense à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui forcément te trouvent très inspirante en tant que femme qui a cette capacité à porter des paroles parfois, tu vois, pas acceptées de tous ou avec une vision particulière. Ça se développe, ça, ce bouton on-off, où on est avec parce qu'on a le plaisir de...
Non, je pense que ça se développe. Moi, Ok. j'étais pas comme ça au départ. Je pense que j'ai été terrorisée dès le début. Enfin, j'étais pas tant terrorisée d'être sur scène que j'étais terrorisée de ne pas dire la bonne chose. Ok. Et c'est là où je reviens un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur la notion du mot juste. Moi, c'est vraiment une notion qui m'obsède beaucoup. J'essaye d'être le plus précise possible dans mes prises de parole. Par exemple, je ne dis jamais aux gens qu'ils nous partagent leurs idées, je dis qu'ils nous les prêtent. Parce que c'est un temps donné dans lequel ils viennent parler de leurs idées. Nous, on les emprunte parce qu'on les met ensuite dans nos rapports, nos papiers, etc. Mais ils en ont la parentalité. Et en fait, c'est pas qu'ils nous les partagent et que c'est devenu un bien commun, c'est leurs idées. Au même titre, je ne dis jamais qu'être face à un public, ça me fait plaisir. Je dis que ça m'oblige, c'est une responsabilité. Et parce que c'est une responsabilité, on va donner le meilleur de nous-mêmes et ne jamais faire ce travers paresseux de dire bon, on l'a fait 30 fois cet event, ça va aller. Et donc pour moi, tenir le mot juste, c'est vraiment respecter son public. Et du coup, j'ai toujours peur de ne pas l'avoir, ce fameux mot juste. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup travaillé. Ok. Mais ça arrive avec la pratique. Donc plus tu travailles, plus tu lis, plus tu prends ta brosse à dents devant un miroir et tu réessayes et tu recontinues, plus ça marche. C'est intéressant que tu parles du mot juste parce que j'ai écouté certaines interviews que tu as données, donc tu prends aussi la parole dans les médias, et notamment une où tu parles en arabe, qui est ta langue maternelle. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une autre langue maternelle que le français pour des francophones, ça peut intimer ce rapport à la parole que tu viens de décrire, à savoir le mot juste? Est-ce que c'est aussi ton rapport au français qui fait que le mot juste est important pour toi? C'est vrai. Du coup, moi, je prends la parole principalement en français et en anglais. L'arabe, c'est un rêve. J'aimerais beaucoup réussir à le faire correctement. Sache que la vidéo que tu as regardée est l'objet de grandes moqueries de mes grands frères. Oui. Parce que, en fait, il faut savoir que j'ai un accent. Français du coup? Non, Marrakchi. Donc vraiment, il faut imaginer l'accent Marrakchi comme l'accent marseillais en France. D'accord. Donc c'est assez comique de m'entendre parler en arabe. Et en plus, comme j'ai fait le lycée français à l'étranger, à mon grand regret, j'ai pas eu beaucoup de cours d'arabe. Et du coup, ma qualité d'expression en arabe classique est assez médiocre. Mais j'ai pourtant insisté pour le faire parce que je voulais me mettre... Je voulais absolument me mettre dans cette situation et je veux apprendre à m'exprimer en arabe. Pour moi, c'est immensément important. Et donc, je passe un temps incalculable à regarder les chaînes parlementaires en arabe, à lire en arabe, à faire tout ça en arabe parce que j'ai besoin de progresser là-dessus. Maintenant que j'ai dit ça, sur l'anglais et le français qui sont des langues que je maîtrise beaucoup plus, c'est vrai que ce rapport un peu bilingue ou trilingue fait qu'on a un vocabulaire qui s'élargit très fortement, qu'il y a des sentiments que tu ne peux exprimer que dans une langue ou dans une autre, mais que tu cherches the next best thing, le truc le plus proche possible de ce que tu as envie d'exprimer. Et donc, ça élargit un peu ton vocabulaire. Et élargir ton vocabulaire, je trouve que ça élargit un peu ta compréhension du monde. Et c'est pour ça que je cherche toujours le mot juste. Et je sais pas, je pense que le français, d'une certaine façon, est construit comme ça aussi. L'un des écueils principaux des francophones, à mon sens, c'est ce rapport presque militaire à la langue, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer en public. Je pense que c'est aussi du fait du français. Que, en fait, à la moindre faute, au moindre écueil, au moindre point, on sait qu'on se fait laminer, qu'il y a un rapport à la grammaire qui est presque identitaire. Enfin, il y a quelque chose dans le français qui fait qu'on se crispe dedans. Il y a quelque chose dans l'anglais qui fait qu'on s'y installe. Et je pense que ramener un peu l'aisance de l'anglais à la pratique du français, c'est utile. Après, moi, j'ai de la chance, je sais m'exprimer en français et j'ai un langage soutenu, etc. Mais je connais les limites de ce truc-là parce que je pense que le français, souvent, crispe les gens tellement sa complexité et sa beauté, etc. Et surtout l'intérêt que les gens portent au français rend l'exercice difficile. Et moi, je pense qu'aux gens, il faut leur dire, en vrai, le mot juste, il n'a pas besoin d'être difficile. Il a juste besoin d'être juste. Ouais, on est sur une dichotomie quand on t'écoute parce que d'un côté, on se dit il faut de l'exigence. Parce que les gens nous écoutent, ils nous consacrent chacun un peu de temps. D'un autre côté, il faut savoir lâcher prise. Comment tu fais pour conjuguer les deux? Parce que soit je suis trop exigeant, je suis trop stressé, soit je suis dans le lâcher prise, mais je manque de respect vis-à-vis du public. Ouais, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même. Okay. Mais en fait, c'est pas parce que je travaille le sujet qu'il faut que le sujet soit peuplé d'adverbes et de mots multisyllabiques et de grande complexité. Je suis pas là pour rendre le monde plus complexe. Et je suis pas là non plus pour faire la grande démonstration de ma capacité à parler français. Donc, je vais être très exigeante dans ma façon de travailler, mais en revanche, je vais tenter de me rendre la plus intelligible possible à mon public. Et ça passe. Le mot juste, c'est souvent le mot simple. Et c'est pas parce qu'il est simple qu'il est mal choisi ou qu'il n'a pas été pensé ou qu'il n'est pas intentionnel. D'accord. Et je pense que c'est ça qui est important. Et après, sur le lâcher-prise,
Je pense que le travail te permet de lâcher prise d'une certaine façon. Plus tu te sens à l'aise dans les sujets que tu exploites, plus tu as bien compris où tu voulais aller, plus tu sais pourquoi tu le fais, plus tu peux aussi un peu t'installer dans ta pratique et te rendre forcément pas plus accessible, c'est pas le sujet, mais plus à l'aise, en fait, dans ton quotidien d'orateur, on va dire. Parce que, en fait, c'est des espaces que tu connais. Et après, je pense le plus important pour moi, c'est pas parce que t'es exigeant qu'il faut que tu sois chiant. Pardon pour l'expression. T'as pas besoin de te rendre... Enfin, voilà, je vais pas me ramener avec mes petites grosses lunettes, ma veste en tweed et parler un peu comme ça, juste parce que je veux qu'on me prenne au sérieux. Tu peux parler normalement et te faire prendre au sérieux, c'est sur ce que tu dis, pas comment tu le dis. J'aime beaucoup cette expression, s'installer dans la langue. Tu t'imagines en train de t'asseoir sur quelque chose de super confortable, plutôt que de devoir être serré dans des règles. Et tu vois, tu dis que c'est le français, l'anglais, tu parles des langues. J'ai l'impression aussi qu'il y a un peu le système scolaire. Complètement. Et c'est parfait parce que je veux absolument savoir comment était la Amina à l'école, que ce soit au Maroc mais aussi à Sciences Po. Est-ce que tu étais plutôt une bonne élève ? Oui, moi j'ai toujours été une très bonne élève. Et c'est parce que j'adore l'école. Moi, si je pouvais, j'y resterais. Il y a une partie de moi qui regrette de ne pas avoir fait une carrière académique, mais bon, après j'en connais plein des copains qui font ça et ils ont l'air d'être très fatigués, donc c'est pas grave, pas de regret. Mais moi j'ai toujours adoré l'école, c'était mon endroit préféré, j'attendais toujours avec impatience, même quand j'étais malade j'y allais. Moi j'ai jamais faim d'être malade, par exemple, parce que j'adore apprendre, parce que j'avais aussi cette capacité à me connecter aux adultes et donc en fait à savoir ce que le prof attendait de moi. Et parce que je sais ce que le prof attend de moi, je sais lui donner et donc passer moins de temps travailler comme une folle et passer plus de temps à travailler ce qui me plaît et ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est pour ça que l'école, ça a été facile. Je parlais beaucoup à l'école, j'étais une gamine plutôt bavarde, qui adorait s'exprimer. Les deux, en fait. J'étais première rangée quand je voulais, au fond de la classe quand je voulais, je faisais des bêtises quand je voulais. Voilà, donc ça a été un environnement plutôt cool là-dessus. Et j'ai aussi eu la super chance de faire L, ce qui est pas commun dans mon écosystème. Donc on était 8, je crois, dans ma classe. Et voilà, mes parents n'étaient pas forcément super d'accord au départ. Ils ont fini par me soutenir. Pour mes parents, au départ, il y a 3 métiers. Il y a médecin, avocat, ingénieur. Donc quand je leur ai dit je vais aller faire littérature pour potentiellement faire des sciences politiques, ça les a un peu épuisés. Mais ils m'ont fait confiance et du coup, je suis super contente parce que je pense que c'est là où tout a vraiment commencé. C'est là où j'ai pu justement faire la grande exploration littéraire qui aujourd'hui est une partie intégrante de ma personnalité, où j'ai pu développer plein d'argumentaires, où j'avais 8 heures de philo. Et en fait, dans les 8 heures de philo, c'était 8 heures de réflexion, de démonstration, de travail, où j'ai eu des profs super. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Et après, à Sciences Po, je pense que la première année, comme beaucoup d'entre nous, j'ai un grand syndrome de l'imposteur. Ok. T'es rentré en 2013 ? Ouais, exactement. Donc, tu as peut-être vu Frédéric Mignon qui a dit parmi vous, il y a des personnes qui ne devraient pas être là. Vous avez peut-être pris la place de certaines personnes. Tu t'es peut-être senti concerné. Moi, je me suis senti tellement concerné à ce moment-là. Ouais, complètement. Mais je pense que c'était fait exprès. Je pense que tout le monde s'est senti concerné par cette phrase. Ouais. Je pense que ceux qui ne se sont pas sentis concernés par cette phrase n'étaient pas à leur place. C'était justement les fameux imposteurs. Ouais, exactement. Parce que si tu vois le directeur de Sciences Po, que tu te tournes à droite, il y a l'office de je sais pas qui. À gauche, il y a madame qui a déjà été bénévole dans 40 000 assos, etc. Et que toi, tu te dis, moi, ça va. C'est qu'il y a un souci. Et puis, t'es au début de ta construction de toi-même, tu vois. Il n'y a même pas le quart de ton frontex qui est construit. Enfin, tu vois, donc, je pense que c'était une année difficile parce qu'on essaye nécessairement de trouver sa place. Moi, par ailleurs, j'ai grandi avec les mêmes 100 personnes de la maternelle à la terminale. Moi, j'ai fait une cité scolaire à Marrakech. On n'était pas beaucoup dedans. Et donc, on était une promo d'une 150 personnes. Et en fait, on a commencé ensemble, on a fini ensemble. Donc, la première fois que je rencontrais d'autres gens, c'était à 17 ans, en fait. Et donc, ça a été un vrai exercice de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Comment ? Où est-ce que j'ai envie de me positionner ? Etc. Et donc, ça a été un petit challenge. Et après, au final, on a eu des cours de rhétorique que j'ai trouvés géniaux. En première année ? Ouais. Donc, c'était Christophe de Vogt qui donnait un cours de rhétorique à l'époque à Menton. Moi, j'ai fait Menton. Et du coup, moi, ça m'avait ouvert, une grande voie hyper passionnante de cet exercice-là. Et pourtant, j'avais pas très envie de faire les concours d'éloquence. Ouais, je sais ce que tu veux dire. C'était pas ça que j'avais envie de faire des blagues sur scène, etc. Je me sentais pas... Pour moi, les concours d'éloquence de Sciences Po, c'est du stand-up d'intellectuel. Et ça, c'est pas moi. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de qui t'a parlé, c'est pourquoi. Et je pense que c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est que j'ai
J'ai des choses à dire parce que j'ai quelque chose auquel je crois et que j'ai envie de défendre. Ouais, je voudrais qu'on parle aussi de cette dichotomie entre je me mets en avant et puis je sais aussi me mettre en retrait. Par rapport à l'école, ce que je voulais vraiment aussi savoir, c'est t'es plutôt une bonne élève, plutôt première de la classe. Il y a un biais que j'ai beaucoup remarqué chez les premiers de la classe, c'est vu que j'ai été valorisé quand j'étais premier de la classe, quand j'étais sérieux, et bah du coup j'ai du mal à être totalement moi-même quand je prends la parole et j'ai envie d'être monsieur, madame parfait. Monsieur, madame parfait, pour moi, c'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un côté, je vais être super crédible, mais d'un autre côté, je suis super distant. J'arrive pas à connecter avec les gens. Et je trouve que quand je te vois, quand je t'écoute parler, quand je t'ai écouté parler, tu arrives à te départir de ce biais de la première de la classe. C'est-à-dire quand on te voit, on se dit pas c'est une première de la classe, alors que je t'ai vu aussi avec des lunettes, avec le stéréotype de la première de la classe. Comment tu as fait pour sortir, si tant est que tu y as été, de ce biais du premier de la classe dans tes prises de parole en public? Moi, je pense que c'est hyper intéressant comme question. En fait, je suis pas certaine d'avoir revêtu les caractères de premier de la classe quand j'étais première de la classe. Ok. Ça veut dire que, ok, j'étais sérieuse, ok, je travaillais beaucoup, mais en même temps, j'ai fait le pitre pendant longtemps, je faisais des blagues en classe, je bavardais dans tous les sens. C'est juste que j'arrivais, ou quand il fallait, à me reconnecter et à dire, ok, maintenant, je suis concentrée, il faut que je travaille. Et du coup, je pense que je joue avec ces deux éléments-là depuis assez longtemps, en fait. Et par ailleurs, j'ai pas envie de transmettre l'image de premier de la classe parce que si je transmets cette image, en fait, j'exclus mon public. J'exclus nécessairement ceux à qui j'ai envie de parler, qui sont ceux qui ne se sentent pas premiers de la classe, qui ont eu beaucoup de mal à adopter sur certains sujets, qui s'intéressent à quelque chose mais aimeraient aller un peu creuser autre chose. C'est aussi les gens qui sont éloignés des sujets qu'on traite. Et je suis pas sûre qu'ils ont envie d'écouter un premier de la classe leur parler de ça. Je pense qu'ils ont envie d'écouter leur bonne copine qui a un peu creusé le sujet et veut bien leur expliquer. C'est-à-dire que tu assumes d'être dans cette posture de la copine sympa, quitte à pas être moins crédible, du coup Complètement. Okay. Et après, je sais pas si ça me rend moins crédible. En fait, pour te raconter une anecdote aussi un peu comment ma pratique a évolué et comment j'ai essayé de m'améliorer dans la personne que je voulais être en public. Il y a quelques années, quand on venait de cofonder JMA avec Ileana, il m'arrivait, pour des raisons qui m'échappent encore un petit peu, de faire passer ma voix un petit peu plus aiguë, en fait, de féminiser un peu ma personne, de jouer un peu un jeu, un peu « Bonjour à tous, ça fait super plaisir de vous voir. » tu vois, comme ça, alors que c'est pas moi du tout, mais vraiment pas du tout. Et en fait, je me suis posé la question j'essayais de me rendre inoffensive. En fait, j'ai été tellement habitée par la peur d'être... donc, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont associés aux femmes, et notamment aux femmes noires et arabes, et notamment aux femmes noires et arabes qui prennent la parole. Elles sont soit victimes de quelque chose, soit en colère contre quelque chose, soit hystériques, globalement. Et en fait, j'avais tellement peur de rentrer dans l'une de ces cases que je me suis moi-même rendue inoffensive. Et en me rendant inoffensive, en fait, j'adoptais un peu cette voix, je faisais plein de petites blagues, j'étais un peu... En fait, je faisais le pitre. Et ça ne me rendait pas crédible, pour le coup. Ça me rendait sympathique. Donc, les gens avaient envie d'être mon pote, ils voulaient m'aider, ils voulaient m'accompagner, etc. Mais ça ne me rendait pas crédible. Et en fait, c'est mon ancienne chef, que je remercierai jamais assez, qui, à la fin d'une des prises de parole où j'avais fait ça, m'avait attrapée et m'avait dit « Amina, tu le prends pas mal, mais là, tu minaudes. Maintenant, tu arrêtes. Tu n'as pas besoin de faire ça. Personne ne va croire que tu es une arabe en colère. » C'est un truc conscient que tu faisais de changer ta voix ou c'était inconscient? Même pas, c'était complètement inconscient. Ouais. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était juste, je le faisais parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et aujourd'hui, je le fais plus. Et je suis bien contente de ne plus le faire parce que je me sens beaucoup plus authentiquement moi-même en étant moi-même qu'en jouant ce rôle-là. Et en fait, parce qu'il n'est pas nécessaire par ailleurs. Et du coup, moi, je regardais quelques-unes de tes vidéos et tu dis souvent, le regard des autres, c'est le regard que je projette moi-même sur les autres. C'est ce que je pense que les autres pensent de moi. Et moi, c'était complètement ça. Parce que j'étais persuadée que les autres, si je m'exprimais comme je m'exprime, allaient penser que j'étais une arabe enragée qui était là pour les engueuler et être désagréable. En fait, j'ai tout fait pour surcorriger et ça n'a pas du tout aidé mon cas. Moi, je trouve ça incroyable ce que tu dis parce que là, je pense que tu mets le doigt sur la peur de beaucoup de personnes qui ont des origines. Ici, on parle d'origine africaine, nord-africaine ou en l'occurrence surtout Afrique de l'Ouest, qui est de se dire que vu que la société me fait comprendre, je suis pas fou, me fait comprendre que on a une image, on est vu comme des personnes, ici tu parlais d'agressifs, mais ça peut être d'autres choses, tu vois, certaines femmes qui vont avoir une voix un peu plus grave, et du coup au téléphone on dit monsieur, donc je comprends le regard des autres. Qu'est-ce que ça t'a coûté de lâcher ça? Parce qu'on pourrait se dire,
ce risque, il est toujours présent, et peut-être encore plus, puisqu'aujourd'hui, tu assumes d'être qui tu es, avec ce côté yin, ce côté yang. Si demain, on venait te voir et qu'on te disait, je sais pas, t'en fais trop, ou t'es pas assez féminine, qu'est-ce que tu te dirais? Comment tu le prendrais? Au final, je pense que je le prendrais bien maintenant. Ok. En fait, j'essaie pas de me masculiniser. J'essaie pas de devenir Angela Merkel. Tu vois, j'essaie pas de... En fait, je veux juste être authentiquement moi-même dans cet espace et ne pas me contorsionner dans ce que les gens attendent de moi. Et moins je me contorsionne, plus je pense que j'ai de l'impact. Et en fait, si j'arrive à être juste cette fille compétente qui sait de quoi elle parle et fait 2-3 blagues à côté et a pas peur de faire du code switch, arrive à parler à un parterre intelligentsia germano-pratine comme elle arrive à parler à un groupe de potes dans un bar, en fait j'ai réussi. Et rien de tout ça n'inclut ma féminité réelle ou supposée, ma masculinité réelle ou supposée, mon rapport à moi-même, mon corps, ma désirabilité en public. En fait, je m'extrais de tout ça et je suis juste Amina qui essaye de faire passer des messages avec les moyens qu'elle a, qui sont de la rigueur, un sens de l'humour et essayer de pas trop se prendre au sérieux. Enfin, si je me prends extrêmement au sérieux, ça tu l'as pu le remarquer, mais pas trop prendre au sérieux les attentes que j'ai de moi-même. Donc ne pas me dire que c'est the last shot, c'est la dernière fois, j'ai qu'une seule chance, j'aurais dû faire autrement. Enfin, de me dire que voilà, la vie est longue, j'ai plein d'opportunités de continuer d'apprendre et donc de ne pas rendre gravissime chaque échec. C'est super important, hein. C'est super important ce que tu dis, parce que derrière, ça aide énormément à gérer la critique, à gérer la peur de l'échec, la peur de l'erreur aussi. On en parlait tout à l'heure, forcément t'es exposé, forcément t'es critiqué. Si à la suite d'une prise de parole comme celle que t'as faite face à Emmanuel Macron, on vient te dire plein de choses, on vient mettre des commentaires haineux, des commentaires de rejet, ou si des personnes proches de toi viennent être critiquées, comment tu fais pour avoir l'ouverture d'esprit, l'intelligence, le recul de dire « je suis pas touché par leurs critiques ». Est-ce que tu y arrives déjà? Ce serait mentir que de dire que ça m'a pas affecté à un moment ou à un autre ou que je le prends pas des fois mal ou en fait ça dépend un peu de mon humeur. Les attaques ad hominem ou les attaques sur le physique ou des trucs comme ça, objectivement, je peux rien y faire. Enfin, ça me fait de la peine, mais je peux rien y faire, je peux rien changer. Tu me trouves moche, mais Alice, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Enfin, t'as qu'à regarder ailleurs et puis voilà. Par contre, les attaques sur mes intentions, sur pourquoi je le fais, pourquoi j'ai dit ça, ou un peu sur ma pratique d'oratrice, je les prends plutôt au sérieux. Parce que si autant de gens observent mon message différemment que ce que j'ai voulu, c'est qu'il y a un problème dans ma façon d'exprimer mon message. Donc tu te remets en question, du coup, ça te fait te remettre en question. Complètement. Okay. Et du coup là, je me pose vraiment des questions critiques de pourquoi est-ce qu'il aurait pu penser ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que, ou est-ce que c'est juste un hater qui en fait a envie de me blesser et ou n'est pas d'accord avec moi, ce qui est aussi tout à fait normal. Et les gens n'ont pas à être d'accord avec moi s'ils n'ont pas envie de l'être. Et du coup, j'essaye d'avoir une approche un peu au cas par cas et un truc un peu méthodique. Et après, en soi, les critiques principales qu'on m'a assénées, c'était soit des critiques de l'ordre vraiment de l'identité, donc qui j'étais en tant que personne. Et moi, ma grande chance, c'est que je n'essaie pas d'être quelqu'un, je représente quelque chose. En fait, j'ai pas de volonté de personal branding. Moi, je suis la cofondatrice de JMA, pas juste Amina, voilà, machin. Et donc, en fait, j'arrive à mettre ces attaques à distance. Par contre, quelqu'un qui va dire « Ah, JMA, c'est une asso d'imbéciles, qui machin, et ils sont tous trop nuls, et j'ai lu tous leurs papiers, et c'est nul, et machin. » Là, ouais, je vais le prendre un petit peu plus au sérieux. Okay. Donc c'est aussi de savoir si on vous attaque sur des trucs qui sont pas de votre fait ou qui sont pas votre cible, en gros, laissez couler. Mais si vous voyez qu'il y a une tendance à vous dire quelque chose que vous avez, qui a un angle mort, peut-être prenez-le en considération. Je sais que tout le monde dit lisez pas les commentaires et tout. En vrai, si, lisez les commentaires, on sait jamais. Peut-être que vous apprendrez quelque chose qui vous a échappé. Ouais, je te rejoins. Je suis assez d'accord. Tu vois, je trouve que les critiques qui font les plus mal, c'est celles qui sont bien écrites, bien construites. Ah ouais. Et où tu sens qu'il y a un fond de vérité. Ouais. T'as pas envie de le regarder, tu te dis mais au fond tu sais qu'à un moment donné il faudra regarder la vérité en face et que ça te permettra peut-être de progresser sur certaines choses, des fameux angles morts dont tu parles. Ouais. C'est top. Si tu veux parler en public avec confiance, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public et je te donne gratuitement le premier chapitre et tu peux le télécharger. Il va t'aider à décoller dans tes prises de parole. C'est une garantie. Je t'avoue que je ne vais pas le laisser indéfiniment, donc je t'invite à le télécharger maintenant, que ce soit dans le lien qui est dans la bio ou dans la vidéo. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. On en parle depuis le début. À la fois, il y a Amina Zarnouf et il y a aussi JMA. Et j'ai l'impression que les médias, beaucoup de personnes ont envie de mettre en avant Amina. Tu l'as pas dit, Forbes 30 Under 30. Tu as aussi été primée à de nombreuses reprises. Donc la tentation, elle est là. C'est Amina qu'on montre, c'est Amina qu'on met en avant. Oui, tu es en duo avec Ileana Santos dans le cadre de JMA. Mais comment tu fais pour pas prendre la grosse tête? C'est une très bonne question. En fait, j'ai pleinement conscience du jeu qui est en train d'être opéré autour de moi. Je pense que c'est ça qui fait que... En fait, je
Je sais que les gens cherchent des leaders charismatiques. Je sais que les gens cherchent quelqu'un, en fait, où ils peuvent apposer un peu tous leurs biais et se dire « Ah ouais, elle, je l'aime bien, c'est une jeune femme pétillante et dynamique. » Enfin, je sais ce que les gens sont en train de faire et je sais qu'en vrai, je suis tout à fait remplaçable et qu'en fait, dans 2 semaines, il y aura une nouvelle Amina qui s'appellera autrement, qui fera autre chose. Et en fait, on est plein et on est vraiment disposable. Et une fois qu'on se dit ça, le truc qui n'est pas remplaçable en revanche, c'est notre mission, notre travail, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qu'on apporte un peu à cet espace, qui on inspire, ça c'est pas remplaçable. Et donc moi je ne m'intéresse que à ça et pas nécessairement à qui je vais être dans cet espace. Tu vois, à la fin du sommet, quand tout ça c'est un peu terminé, qu'il y a eu un peu de buzz, on va dire, autour de moi, j'aurais pu faire 2 choses. Si je voulais faire du personal branding, j'aurais pu poster la vidéo moi-même, ce que je n'ai pas fait. Donc en fait, il n'y a aucun moment où ces vidéos ont été postées par moi. C'est qui l'a publié du coup sur YouTube? C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'organisation en plus. Hein. Aucune idée. Ouais. Je sais pas. Je crois qu'il y a un média qui a publié une des vidéos et les autres vidéos, c'est des gens qui les ont publiées. Mais j'aurais pu le faire moi-même. J'aurais pu la couper en petits morceaux, faire des TikTok, faire un peu le truc de personal branding. J'aurais pu ouvrir mes réseaux sociaux et commencer à m'exprimer en public. Ça m'aurait emmené vers potentiellement une carrière où je deviens une personnalité, une personne publique et j'aurais pu saisir cette opportunité. Ouais. J'ai jamais eu envie. Parce que si je parle, c'est pour ces missions-là, c'est pour ces choses. C'est pas parce que j'ai envie de devenir quelqu'un. Je ne veux pas me retrouver pundit sur des plateaux télé à défendre XY. Pundit, ça veut dire quoi? Pundit, c'est un peu les chroniqueurs. Ah ok, d'accord, qui viennent... Ouais, okay. qui sont là pour faire des punchlines pundit. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc je cherche pas à être ces gens-là du tout. Et donc en fait, je me détache beaucoup de cette personnalité publique qu'on attend que je sois, parce que je sais que j'aspire à quelque chose d'autre. Et donc j'arrive à le mettre à distance. Comme j'aurais pu, tu vois, à la fin du sommet, au truc de Forbes, etc., prendre un agent, en fait. Et faire. Tu as été poussé pour le faire? On me l'a proposé, etc. J'ai dit non. Okay. Et j'aurais pu faire le tour de toutes les entreprises pour faire des TED Talks sur l'entrepreneuriat féminin et compagnie. Des conférences? J'ai pas envie de faire ça. Okay. Ça ne m'intéresse pas. En fait, si je fais des conférences, c'est pour parler de sujets qui nous importent. Si je prends la parole en public, c'est pour faire des trucs qui nous intéressent. Si je vais dans les médias, c'est pour défendre des choses qui nous parlent. Et je ne suis pas là pour me galvaniser moi-même. Et s'il n'y avait pas JMA, il y aurait quelque chose d'autre qui te permettrait de te mettre Sûrement. au service de cette cause? Bah sûrement. Et en fait, j'essaye de réfléchir aussi. JMA, c'est une organe merveilleuse et que je suis très fière de représenter. Mais il y aura d'autres choses dans ma carrière qui feront que je vais pouvoir utiliser cet outil. Mais je veux que ça soit un outil au service des causes qui m'intéressent et qui me parlent. Et là, aujourd'hui, c'est JMA. Demain, ce sera peut-être autre chose. C'est aussi mon travail. Mon travail en tant que chargée d'investissement inclut beaucoup de représentation. Et donc, je défends aussi ces idées-là. Mais je veux me mettre au service de ces idées-là. Je veux pas juste être là et parler de trucs. Je pense que c'est c'est crucial ce que tu viens de dire, se mettre au service d'eux. Et tu sais, souvent, quand on n'est pas à l'aise pour parler d'un sujet, j'ai le sentiment que c'est parce qu'on oublie qu'on se met au service d'eux ou la chose que l'on sert ne nous plaît pas. Et j'ai envie de te poser une question provocante. Tu dis quoi aux gens qui vont te dire « Ouais, moi j'entends ce que dit Amina Zarnouf, mais j'ai plutôt le sentiment qu'elle se cache derrière une cause ». Et qu'au final, oui, elle se met au service, mais ça lui permet d'avoir un écran de protection. C'est peut-être vrai. Je vais essayer de mobiliser un exemple qui va te faire rigoler. Mais apparemment, il y a, à mon sens, et tu me diras si j'ai raison ou pas, mais il y a un peu 2 types d'orateurs. Il y a ceux qui sont bons en discours, c'est-à-dire un truc préparé à la TED Talk, où ils arrivent, ils déroulent, c'est Nelson Mandela, c'est machin. Et il y a ceux qui sont bons en débat. Moi, je pense que je suis bonne en discours parce que j'arrive à me préparer dessus et à être vraiment au clair sur la mission, le pourquoi, etc. Et que j'ai encore un peu de mal en débat parce que j'oscille systématiquement entre représenter mon organisation et représenter mes idées. Parce que des fois, c'est 2 choses différentes, l'organisation et mes idées. Et que peut-être que je suis encore au stade de ma vie où je pense que mes idées ne sont pas encore assez formées ou pas encore assez précises ou pas encore assez bonnes pour être partagées et donc devenir personnalité personnelle. En fait, peut-être qu'au fond de moi, et on rentre en psychothérapie maintenant, mais pas du tout. J'y pense souvent. Peut-être qu'au fond de moi, je pense que mes idées seules ne suffisent pas. Et ça, c'est un travail personnel. Il faut que je continue à avancer dessus, à me sentir plus en confiance avec moi-même, à réussir à combattre mes doutes de façon constructive, etc. Et c'est vrai que peut-être que d'une certaine façon, avoir l'opportunité de se cacher ou de porter. Moi, je le vois plus comme un habit que comme un rempart. Porter ce rôle, ça me permet encore une fois de mieux m'asseoir dans ma pratique. Et demain, peut-être, quand je sentirai cette... Et j'ai pas envie d'utiliser le mot légitimité, parce que je me sens
légitimes, c'est des conversations que j'arrive à avoir en privé, mais j'ai encore des pensées limitantes qui m'empêchent de les avoir en public. Pour plein de choses, la peur de choquer ou la peur de dire un truc de travers, ou enfin un peu toutes les peurs qui habitent les gens avec qui tu travailles, je pense, Carrément. au quotidien. Carrément. Et moi aussi, j'y suis encore à ça, et je me dis que c'est pas parce que j'ai ça qu'il faut pas continuer de parler. Et qu'il faut pas continuer de travailler, parce que le jour où je vais réussir à me défaire de mes pensées limitantes, en fait, j'aurai déjà tout ce socle de travail qui me permettra d'être vraiment super à l'aise le jour où je voudrais. Après, je sais pas si je veux ou pas. C'est ça aussi la question. Mais si je veux, j'espère pouvoir m'en donner les moyens. C'était tellement inspirant ce que tu racontes, parce que, à mon sens, tu as déjà fait tellement de choses. Évidemment que pour toi, ce sera jamais assez. Et tu es, je sais, hyper inspirante pour beaucoup de gens. Et le fait de se dire que même quelqu'un qui est super inspirant, qu'on sait super à l'aise, peut avoir ces réflexions-là, ces doutes, se dire j'ai aussi ça. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens à y aller en se disant attends, si elle a tout ça en tête et qu'elle y va, mais moi je devrais y aller aussi. Ouais, et super inspirant. Et c'est parce que tu as ces choses en tête qu'il faut y aller. En fait. Enfin, vraiment, encore une fois, moi, ceux qui m'inquiètent le plus, c'est ceux qui sont entièrement en confiance. Ouais, qui n'ont pas la main qui tremble. Quoi. Ouais, mais c'est comment ça se fait? Et moi, j'ai pas la main qui tremble, mais j'ai le cerveau qui tourne. On a tous un peu nos petites réactions au stress, mais comment ça se fait que tu sois aussi à l'aise et confiant? Enfin, pour moi, ceux qui sont hyper à l'aise et confiants, c'est que il y a 40 ans de taf, une thèse, je sais pas combien de choses derrière. Mais pour nous autres, j'espère que le doute continue de vous habiter. C'est le seul moyen de progresser. Et comment tu fais du coup? Parce que, tu vois, ça, c'est le fameux turning point. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense qu'on ressent tous plus ou moins les mêmes choses, certaines personnes un peu plus, un peu moins, plus sensibles, l'amygdale qui tourne un peu plus. Il y a des gens qui vont quand même y aller, quand même oser faire ce coaching, quand même oser faire cette conférence, quand même oser publier cette vidéo, malgré le stress, et d'autres qui vont pas le faire. C'est quoi qui te permet de traverser le pont, selon toi? Qui t'a permis d'ailleurs? Je pense les gens autour de moi. Ouais. En soi, les gens m'ont encouragée en me disant je te jure, c'est bien, ça va aller, essaye, etc. Et ce truc de moi, j'aime bien tout essayer. Ouais. J'ai envie de tout essayer. Et en fait, si j'ai envie de tout essayer, je prends tout comme un apprentissage. Et je me dis, si ça se passe mal, je vais passer un sale quart d'heure, je vais être très triste. Et après, au moins, je l'aurais fait, c'est bon. J'aurais essayé et je peux réessayer. Je vais désacraliser, démystifier le moment. Et en fait, ça le rendra peut-être un jour vraiment très fun. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Après, il faut pas se mentir, on a aussi fait des écoles, des études, etc., qui nous mettent dans la position de prise de parole systématiquement. Et donc, si tu arrives à parler devant 10 personnes, tu arrives à parler devant 20, devant 30. Et après, tu fais grossir un peu les volumes, mais la presse, les médias par exemple, moi la première fois que j'en ai fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis pointée chez France 24 pour un entretien et je me suis dit, peut-être c'est la dernière fois que tu le fais, peut-être tu seras nul, mais on saura jamais si tu le fais pas. Donc vas-y, essaye de t'amuser et trouve un moyen de rendre ça fun et cool et mets-toi toi-même à l'aise et ça s'est bien passé au final et c'est un peu comme ça que tu continues. Mais ça vaut la peine d'essayer. Tout vaut la peine d'être essayé. Enfin, pas tout, faites pas des trucs illégaux, mais tout vaut la peine d'être essayé. Ouais. C'est important parce que tu parles du fait d'avoir été valorisé par les gens autour de nous, le fait de s'être entraîné indirectement au travers des exposés ou des multiples occasions associatives de reparler. Et puis après, c'est quoi? C'est ce grain de folie, c'est de se dire, tant que je l'ai pas fait, je sais pas. Bien sûr. Et même si je rate, le but, c'est pas de réussir, c'est d'essayer. Exactement. Le but, c'est vraiment d'essayer. C'est de se tester. Et même moi, je continue de le faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai, j'ai l'habitude de faire des conférences, des tables rondes, etc. etc. Ouais. Mais il y a des trucs que, par exemple, je ne fais plus. Donc, par exemple... je sais que je modère très bien les tables rondes, je ne le fais plus du tout. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, ça ne fait pas évoluer ma pratique. Moi, je sais, en fait, c'est un truc que je déroule très facilement, que je vais faire pour les gens que j'aime beaucoup et à qui il faut rendre un service, ou pour mon asso de temps en temps. Mais j'accepterai plus un rôle de modération parce que moi, ça ne me fait plus évoluer. Je l'ai déjà essayé 30 000 fois. Par contre, essayer de parler sur de nouvelles scènes, à un nouveau public, sur des nouvelles choses. Là, par exemple, à l'UNESCO, on a essayé de déployer une réflexion autour du socle philosophique de l'association, ce qu'on n'avait jamais fait avant et que pourtant, moi, m'anime beaucoup. Et ça, c'était un nouveau challenge parce que c'est un nouveau public, une nouvelle conversation, des nouveaux lieux communs, enfin plein de nouvelles choses et en anglais en plus. Et donc ça, je vais dire oui. Des trucs où on attend de moi de parler parce que je suis qui je suis, je le fais plus. Des trucs où on attend de moi, un peu de faire juste le pitre comme d'habitude, je le fais plus. C'est vrai, je t'imagine pas faire le pitre, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis vraiment un gros clown. Hein. Comment ? Je suis vraiment un gros clown. Ouais ? Oui. Mais je le fais à dessein. Ouais. C'est-à-dire, il faut pas que les gens se méprennent, je le fais exprès. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu maîtrises ce qui se passe, c'est pas le truc en mode je subis. Non, je sais exactement quand faire la blague, je sais pourquoi je la fais, je sais que c'est le moment de détendre l'atmosphère, je vois les regards qui se crispent ou les gens qui perdent un peu, ou le mec qui s'endort en face. J'utilise vraiment l'humour comme un intercalaire
des intercalaires, de la maîtrise de mon public. Donc oui, je fais beaucoup le pitre parce que ça me sert vraiment, c'est une arme redoutable, l'humour. Et ça permet aussi de reconnecter les gens et de eux les laisser un peu, même si moi je le fais très sérieusement, eux ils se disent « Ah ça va, elle est tranquille, elle est chill, elle est là pour rigoler ». Et en fait, c'est eux que ça met à l'aise, c'est pas moi. Ah, c'est top, tu c'est... rassures les autres en montant pas de blanche en mode voilà... Ouais, t'inquiète, moi je suis là pour déconner, tranquille. Ouais, vas-y, je fais des petites blagues, Enfin, voilà, je le fais exprès. Et vraiment, il y a plein de gens qui me disent ouais, t'es trop à l'aise, franchement, tu fais des blagues et tout, comme si c'était pas un procédé que j'utilisais à dessein. Comme si j'avais oublié que j'étais en public et que voilà, j'avais mon petit café, que j'étais posée comme ça, je faisais des petites blagues. Tu vois, en fait, non, c'est vraiment volontaire pour le coup. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis, tu sais, c'est ce côté, et c'est souvent le rapport femme-homme qui le crée. T'as vu quand tu dis on prend pour une petite, etc. Ça t'arrive parfois d'avoir ce sentiment, parce qu'on est jeune, parce que le fait d'être une femme dans un monde peut-être un peu plus masculin à certains moments, d'avoir ce sentiment d'être prise de haut. Oui, bien sûr. Tu gères comment ça? Est-ce que du coup t'en fais plus? Est-ce que tu remets le cadre? Est-ce que tu te laisses... Parce que je pense que ça a un impact sur la façon d'interagir. Bien sûr, complètement. Nous, avec Ileana, les premiers mois, ça a été vraiment un exercice de patience pour ne pas perdre son calme face à un océan de condescendance des gens. Il y a quelqu'un que je connais très bien par ailleurs et avec qui on s'apprécie et tout, qui fait un espèce de bilan à tous les 6 mois de JMA qui nous dit j'arrive pas à croire que vous tenez encore. Ah ouais, un ami? Ouais, okay. On se connaît pourtant, tu vois. Moi je pensais pas. Enfin, moi je donnais au truc 6 mois. Tu vois, enfin, ce genre de choses où la première fois qu'on a présenté JMA à, je vais pas citer de nom, mais à un membre du gouvernement, on va dire, d'un ancien gouvernement du coup, le premier truc qu'il nous a dit, c'est « Ah, ça fait du bien, enfin, des petits jeunes qui arrêtent de parler de colonisation. » Déjà, moi, je t'ai pas dit si je voulais parler de colonisation ou pas. Je t'ai juste présenté une asso. Tu viens de m'asséner une position. On est des petits jeunes maintenant. Et juste, ça va pas ou quoi? Enfin, pour qui tu te prends comme ça de m'asséner tes propres perceptions, tu vois? Tu gères ça comment, du coup? Tu le fais remarquer? Tu métacommuniques pour... Moi, je fais du sarcasme. Ouais. Moi, je crois que j'ai répondu à un truc du type haha, oui, ça change des petits vieux qui veulent tout le temps parler de colonisation, c'est ça? Ouais. Un truc comme ça. Et en fait, du coup, il y a plein de gens qui disent les filles de JMA, elles sont insolentes. Et tant mieux, c'est pas grave. Mais je pense que c'est le seul moyen de se débattre. C'est pas de se battre, mais de se débattre hors de cette conversation. Parce qu'on n'a pas envie de l'avoir, par ailleurs. Enfin, moi, j'avais pas envie d'avoir cette conversation à ce moment-là. Moi, je voulais parler de financement, je voulais parler de subventions publiques, je voulais parler de ce genre de choses. Je voulais pas du tout parler du legs colonial français. Et sinon, oui, souvent, on te prend pour une gamine, pour une jeunette. Moi, on m'a souvent présenté à l'aune de Amina à l'image du soleil de Marrakech, des trucs comme ça, quoi. Des fois, j'en joue. Donc, moi, je fais beaucoup la fille de Marrakech aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle tout le temps de Marrakech, ah oui, d'accord, que je redis d'où je viens, pourquoi, que je recontextualise avec ma ville, etc. Pour moi, c'est important. Ça me permet d'avoir mon ancrage personnel aussi. C'est ce qu'il y a de plus Amina quand Amina parle, en gros. Et sinon, tu te débats en changeant le ton. En fait, quand la personne te dit « Ah, c'est super, vous êtes vraiment super pétillante, ça fait plaisir. » En fait, tu ne fais plus la pétillante à ce moment-là. Tu dis juste « Ah bon ?» Enfin, ok. Moi, j'avais pas l'impression d'inspirer le soleil et les bulles, mais ok. Et en fait, les faire redescendre avec toi en leur disant « Attention, là, c'était un personnage, ce que je fais. C'est pas moi, c'est un personnage. Il sert quelque chose. » C'est top, de façon tacite. Tu vas recadrer l'échange, recadrer la personne. Ouais. Ça me fait beaucoup penser à ce grand monde, tu sais, de l'assertivité. Comment je fais pour m'affirmer, pour prendre ma place sans blesser, sans être passive. Et je trouve ça extrêmement compliqué parfois de prendre sa place, notamment face à certaines personnes. Est-ce que ce qu'on se dit là par rapport à la prise de parole, l'assertivité, ça t'évoque des moments où tu t'es senti challengé, ou qui t'ont marqué, des moments qu'on qualifie souvent de solitude ou difficiles? Et tu t'es dit, waouh, c'était super stressant ou gênant, et finalement, je m'en suis sorti. Plein, en vrai. Il y a quelques années, on m'a demandé de modérer justement une table ronde sur un peu la sobriété énergétique, la décroissance, un peu l'impact, ce genre de sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais que je ne maîtrise pas particulièrement bien. J'ai quand même accepté de le faire parce que je considérais qu'il y avait un peu un enjeu intéressant, c'était un nouveau public pour nous, voilà. Et il se trouve qu'il y avait l'ancien PDG d'EDF qui était l'un des panélistes. Et j'avais parlé à plusieurs personnes le matin même qui me disaient « Il faut absolument que tu lui parles d'uranium.
Faut absolument parler de nucléaire, faut absolument que tu parles d'uranium et de nucléaire. Et moi, j'ai pas osé dire que je savais pas par où prendre cette question. En fait, que je voulais bien l'emmener et que je voulais faire plaisir aux gens qui me disaient faut absolument que tu fasses ça, mais que j'étais pas à l'aise. Je savais pas comment amener cette question, je savais pas pourquoi je la posais exactement, ça bifurquait de mon sujet principal. Et pourquoi tu n'as pas osé leur dire c'est quoi? C'est parce qu'il fallait connaître, c'était normal de connaître quand on a fait Sciences Po ces sujets? Un peu. Alors, il y avait un peu de ça, et il y avait un peu de c'était des gens très haut placés, qui m'intimident un peu, où j'ai envie de faire bonne figure. Enfin voilà, donc j'ai vraiment été victime de mes propres petits biais, alors que j'aurais pu dire oh là, c'est pas mes sujets ça, c'est t'as qu'à lui demander toi. Si tu veux, je te donne la question du public et tu le fais. J'aurais pu faire ça, et en fait, j'ai pas fait ça. Et du coup, je me suis lancée dans cette question en me disant le risque en vaut la chandelle, et il m'a laminé. C'est-à-dire? En fait, il m'a répondu de façon hyper violente et condescendante. Il m'a dit que je comprenais rien à ce que je racontais, ce qui est vrai sûrement. Et il a pas été sympa du tout. Et ce qui était pas cool, c'est que j'ai pas eu le temps moi de répondre. Déjà, moi, il m'a pris de court par sa violence, parce qu'il a été vraiment désagréable. Et en plus, moi, j'ai pas eu le temps en fait de répondre ou de réembrayer. Et du coup, j'étais restée sur ma faim parce que là, j'avais eu l'impression d'être passée pour une imbécile. Wow. Et du coup, je l'avais un peu mal vécu pour le coup. La blague, c'est qu'en allant voir tout le monde m'a dit « Ah, mais pas du tout, c'est même pas vu, t'as gardé ton calme, machin. » Mais moi, je l'ai très mal vécu. Et après, c'est plus des moments où on est face à un public vraiment combatif. Tu vois, un public qui est là pour régler ses comptes. Un public qui a besoin de parler, en fait, qui est pas là pour t'écouter, qui est là pour parler, pour s'exprimer, qui a des revendications, qui a un mal-être, qui a ce genre de choses. Et en fait, essayer de respecter ce public tout en respectant les conditions dans lesquelles tu es, c'est super difficile. Donc donner la parole à quelqu'un qui est en train de te présenter le fond de ses tripes par désespoir et devoir lui dire « Je comprends, vraiment, mais il faut qu'on avance », c'est super difficile. Moi, ça me met toujours dans des positions compliquées. Et aujourd'hui, j'arrive un peu plus à le naviguer et à avoir des moments où j'arrive à regarder quelqu'un d'autre, dire « Ok, mais j'ai besoin que d'autres réagissent ». Enfin, j'ai trouvé des méthodes, mais je trouve ça super difficile. Et c'est quoi les clés? C'est plus d'écoute, c'est forcer l'écoute active, c'est justement plus s'imposer face à ces gens? Ouais, et c'est annoncer au départ. En disant, cadré. En fait, notre temps, il est super compté. Donc, je vais vous demander de vraiment poser des questions. Il y aura un temps pour les témoignages et aussi construire ça en fonction... Maintenant, on sait. Nous, JMA, on sait que les gens, ils viennent pas à nos conférences pour écouter, ils viennent pour parler. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un espace d'expression. Et donc, je vais leur donner. En fait, je vais dédier un temps spécifique pour que les gens se parlent et prennent la parole et discutent et échangent, etc. Et en fait, nous, on a quitté le mode conférence, table ronde, etc. On en fait des toutes petites et après, on laisse tout le temps au débat. Et là, ça permet de ne pas frustrer les gens et nous, d'en apprendre aussi. Et après, quand ce format n'est pas possible, je dis juste, voilà, faut absolument que ça soit concis, clair, etc. Et pareil, j'utilise l'humour. Je dis, je te donne la parole, mais tu prends 1 minute. Dis, oh là, tu prends 1 minute. Vas-y, 1 minute. 1 minute. Et après, je fais des petites blagues, je rigole comme ça. Et en fait, ça fait marrer tout le monde. Et la personne ne se sent pas lésée. Parce que je lui fais pas le « Merci, ok, très bien, allez, maintenant on arrête. » tu vois. Et en fait, ça marche plutôt bien au final. J'adore cet exemple parce que je trouve qu'il y a un côté actrice studio chez toi qui est très impressionnant. Et l'exemple que tu as évoqué avec l'ancien PDG d'EDF qui te recadre, entre guillemets, en te disant que ta question, elle est pas intéressante, ça me fait beaucoup penser à, je pense que tu l'as vu, cette scène où tu as Chris Rock, l'humoriste américain, qui présente la cérémonie des Oscars et qui se fait gifler par Will Smith. Ça. Alors, c'est pas aussi violent parce qu'il n'y a pas de contact physique. Franchement. Mais ouais, c'est déstabilisant. Je l'ai un peu senti. Ah ouais? Je l'ai senti comme ça. Enfin, vraiment, c'était une claque. Parce qu'en fait, il y a des codes qui sont attendus dans ce genre d'événements, qui sont des codes de bienséance, de politesse, de gentillesse, de merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est intéressant. Je suis content que vous me disiez ce truc-là. Et en fait, lui, il n'était pas là-dedans. Il déchire le cadre. Il n'était pas là-dedans. Il a dit pardon. Alors, mademoiselle, tu vois, vraiment comme ça, quoi. Et en fait, comme il a un peu cassé le 4e mur, comme on dit en cinéma, moi, ça m'a complètement déstabilisée. Et comment t'as géré derrière? Parce que là, on peut se dire, ok, je suis... Donc là, tu sens, j'imagine, une émotion, tu te sens... mince, c'est ce que je fais. Et derrière, tu restes focus sur les questions. Comment tu fais? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai direct donné la parole à quelqu'un d'autre. En fait, en disant, machin, vous voulez réagir? Et du coup, moi, ça m'a donné le temps de respirer 2 minutes, de faire, il vient de me envoyer quoi à la gueule, lui? Et d'essayer de réfléchir à la stratégie en me disant, est-ce que je vais sur mes autres questions? Est-ce que je reviens dessus? Si je reviens dessus, je me lance sur un débat. Est-ce que j'ai les moyens de ce débat? Et pareil, en fait, j'ai tout le temps un espèce d'arbre de décision qui tourne un peu dans ma tête, où je fais un peu ce chemin
et en me disant ok, maintenant il faut faire ça. Et du coup là, j'ai décidé que j'étais effectivement pas capable en fait de porter ce débat à la mesure de ce qui était attendu de moi ou ce que j'aurais attendu de moi. Et donc j'ai lâché l'affaire et je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû. Enfin, pas dû poser cette question tout court. Même si c'est bien de s'être pris la claque. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Rien à voir, mais je voudrais savoir, t'as des personnes comme ça qui t'inspirent, que tu trouves particulièrement éloquentes et desquelles tu essaies d'aller copier certaines techniques ou tu t'opposes au fait d'avoir des modèles? J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à cette question hier, sache-le. Et du coup, en fait, il y a ceux qui m'inspirent le plus et qui, je pense, nourrissent ma façon de parler ou de démontrer des sujets, etc. C'est pas forcément des orateurs, c'est des essayistes, notamment les essayistes YouTube. Okay. En fait, moi, je suis une gamine de YouTube. J'ai grandi en regardant que pratiquement YouTube et je passe énormément de temps sur cette plateforme. Mais à quoi la chaîne YouTube, Amina? Moi, j'aime bien regarder, je sais pas si j'ai envie de faire des trucs, mais ça a été un grand rêve de faire des vidéos essais sur YouTube. Et du coup, moi, il y a un genre spécifique que j'adore, c'est justement ces vidéos essais. Donc, c'est des gens qui vont faire des critiques cinéma, littéraire, culturel, objets de culture, en grande démonstration sur 20 à 30 minutes. Il y en a certains que je trouve exceptionnels. Il y en a un qui s'appelle Nerdwriter, qui prend vraiment des objets artistiques, culturels, techniques, et en 9 minutes fait un truc de fou. En fait, où il arrive à présenter quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Par exemple, comment Jack Nicholson utilise la caméra. Et en fait, il va utiliser les images. En fait, il va faire un monde multimédia autour, que je trouve hyper inspirant. Et t'en as d'autres. Il y en a une qui fait pratiquement que de la critique cinéma, qui s'appelle Broé Deschanel, que je conseille vivement. Moi, je l'adore. Broé Deschanel ? Ouais. Okay. Je l'adore. Elle est exceptionnelle. Pour ceux qui aiment le cinéma, aiment la télé, aiment lire, elle a des takes sur les sujets qui sont 10 sur 10. Et pareil, en fait, elle a une façon d'amener les sujets que je trouve hyper intéressante. Et en fait, c'est plus eux qui m'inspirent. Okay. Après, t'as les plus grands, évidemment. T'as ceux qui, on a grandi en les regardant, en se disant « Oh là là, j'aimerais trop être elle quand je serai grande ». Gisèle Halimi, James Baldwin. Mais c'est des militants et je pense que je les aime pour leur militantisme autant que pour leur sens du verbe et pour leur capacité de conviction et ce charisme exceptionnel. Et donc ça, c'est ce qui m'inspire et où je vais essayer de puiser modestement des choses pour moi. Et après, il y a des orateurs de maintenant que je trouve incroyables, qui m'influent pas moi personnellement, parce qu'on ne s'adresse pas au même public, on fait pas la même chose, mais que je trouve exceptionnels. Ferris Barkat, par exemple. Okay. Il a créé une asso qui s'appelle Banlieue Climat. D'accord. Il a créé la première école du climat aussi, je crois que c'est à la mairie de Saint-Ouen. Et en fait, il fait un travail pour lier la question climatique avec l'enjeu social de lutte pour l'égalité dans les banlieues. D'accord. Il est exceptionnel, ce garçon. Qu'est-ce que tu trouves exceptionnel chez lui ? C'est le verbe, la structure ? Le code switch, en fait. Ah, le code switch, ouais. Trop bien. En fait, donc c'est un jeune issu de banlieue qui, par ailleurs, a fait LSI, Sciences Po, etc. Enfin, il a fait ce genre d'école. Et en fait, il arrive en même temps à parler à ces deux publics. Il n'en aliène jamais aucun. Et en fait, il arrive à ne pas se contorsionner dans ce que beaucoup de transfuges de classe font, qui est en fait adopter les codes pour mieux adopter la distinction, adopter le langage, adopter la structure. Lui, il ne va pas faire ça. Il va dérouler son discours, dérouler sa démonstration. Il ne va rien changer de son accent, de sa diction ou de la personne qu'il est, en fait. Et il en est surpuissant. Donc, je pense que tu peux aller regarder un de ses passages sur C'est à vous, je crois. D'accord. Où moi, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et il arrive à vraiment inspirer des foules entières. Et je pense que lui a une puissance d'incarnation que j'ai encore jamais vue en France. Je voudrais qu'on creuse sur cette idée du code switch parce que c'est la deuxième fois que tu en parles. Je pense que c'est quelque chose que tu admires, que tu essaies aussi d'incarner. Comment on fait pour adopter d'autres codes sans oublier les siens ? Parce que je pense que le pire, ce serait de paraître pour étant quelqu'un d'autre ou appartenant à une autre classe et oublier les siens, parce qu'au final, tu n'es pas accepté par la classe de laquelle tu ne viens pas. Tu arrives à jouer là-dessus, et c'est quoi les plus grands freins qu'on a quand on veut utiliser ce code switch ? Moi, je l'ai longtemps fait, le code switch. Je pense qu'en fait, c'est une obligation quand tu veux survivre dans les environnements qui sont les nôtres, et quand on est la personne qu'on est, ça veut dire, moi, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai une certaine... Voilà, quand on est une minorité visible, on va dire. Et en fait, moi, je l'ai beaucoup fait, ce code switch, d'avoir un accent un peu différent au travail, de parler différemment avec mes amis, de parler différemment à la maison, je pense qu'on est tous, on le connaît tous, tu vois, il y a plein de vidéos TikTok en ce moment de mecs qui disent « Oh là là, vous m'entendriez au bureau, je lance des étocs et zou, allez !» Enfin, des trucs comme ça, mais qui te permettent en fait de te fondre dans la masse. Et moi, je l'ai beaucoup fait. Et moi, bien au contraire, en fait, moi, j'essaye de combattre mon code switch aujourd'hui. Donc, j'essaye au travail de parler comme à la maison et de parler comme à mes copains. Et par exemple, quand t'es arabisant de nature, on attend de toi que tu effaces tous les traits de ton arabe
quand t'es au travail. Donc il y a même plein de blagues sur t'as oublié de prendre ta pilule, maintenant de nouveau tu as le petit accent, tu vois. C'est de malais, ça. Ouais, voilà, exactement. Moi je trouve ça nul comme blague. En fait, parce que ça reviendrait à dire que parler comme ça, c'est pas une bonne idée. Alors qu'en fait, des fois, moi je parle comme ça parce que c'est aussi mon accent. Et du coup, maintenant, je l'impose presque au travail. Au même titre qu'il y a des gens qui font des anglicismes dans tous les sens, moi je vais te dire baraka, ça fait khlas au milieu de ma phrase, et ça te plaît pas, va là-bas. Puis voilà. Est-ce que tu penses que ce code switch fait aussi qu'on est à l'aise ou pas pour parler en public ou parler devant un public? C'est-à-dire, si je maîtrise pas le code switch ou si je suis obligé d'appliquer le code switch pour parler, en fait, il y a cette peur d'être démasqué qu'on voit qu'en fait, je suis pas le même code. Moi, je pense que quand tu fais ce fameux code switch, donc quand tu fais cette espèce de saut entre des façons de t'exprimer et des langages différents, pas au sens langue, mais des langages, ça te rend sûrement meilleur orateur parce que tu as conscience de ce que tu fais. Tu as conscience que tu es face à un public différent qui a donc besoin d'un discours différent. Et en fait, si tu arrives à prendre ça, qui pour moi, le code switch, c'est presque un truc de survie, tu le fais pour survivre dans des environnements critiques, et que tu l'adoptes dans ta façon de devenir orateur ou de travailler sur ton langage ou ta façon de parler, je pense que ça te rend meilleur, au contraire. Après, il faut réussir à se défaire du truc de on va savoir qu'en fait, je suis pas comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes tous ces trucs en même temps. Moi, je suis la fille avec l'accent parisien au travail, comme je suis celle qui mélange l'arabe, l'anglais et le français tout le temps, comme je suis celle qui parle arabe à ses parents. Je suis toutes ces choses en même temps et personne ne peut me les enlever. Et donc, en fait, je ne fais pas du code switch pour masquer qui je suis. Je fais du code switch parce que je suis toutes ces choses en même temps. C'est super important, ça, parce que si je me dis que je fais du code switch pour masquer, j'aurais peur qu'on voit qui je suis, et au final, je vais être dans un espèce de faux self, à vouloir être accepté, être aimé. Ouais, ça, c'est un poids trop lourd. C'est trop lourd. Enfin, je pense que c'est ça qui rendra votre exercice trop difficile. C'est ça la marche impossible à suivre. Et en fait, il faut accepter qu'on est plein de gens en même temps et qu'en fait, il faut juste mobiliser des codes en fonction du public et de qui on a envie de convaincre. En gros. Ouais, mais toi, tu vas un cran plus loin aujourd'hui. C'est que tu essaies de ne pas utiliser ce code switch partant du principe que tu n'as peut-être plus besoin de montrer une autre facette de toi. Tu peux aussi te permettre. Est-ce qu'il y a des risques à ne pas faire ce code switch? Oui, j'imagine qu'il y a un risque de ne pas être crédible. Il y a un risque, si vous êtes dans des environnements où les gens sont racistes, c'est chaud. Vous mettez pas en danger non plus. Moi, je suis dans un environnement où les gens sont super. Au contraire, ils sont contents, etc. Et du coup, j'ai envie d'acclimater l'espace de travail à entendre des accents qui ne sont pas les accents hyper formatés de la corporation. Ouais. Donc limite, je le fais en lutte, en fait. Je le fais de façon militante. Pas forcément parce que j'en ai plus besoin ou que j'en ai pas envie, parce que je le réutilise quand j'en ai besoin, mais je le fais presque par militantisme, en essayant de décloisonner pour que ceux qui n'arrivent pas à faire ce fameux code switch se sentent plus à l'aise, en fait, dans ces milieux. Et n'est pas à le faire, du coup. Exactement. Super intéressant. Je pourrais t'en parler des heures. Tu vois, en matière de prise de parole, il y a une espèce de code switch aussi que j'essaie de théoriser, qui s'appelle la théorie du cadre, dans laquelle j'explique qu'on a 4 cadres. On a Madame Parfaite, Monsieur Parfait, Macron, Monsieur Normal, qui passe inaperçu, ça peut être bien, ça peut être négatif. Hollande, on a Monsieur Cool, qui est beaucoup plus détente, mais qui va être moins crédible, et Monsieur Libre, Fabrice Lucchini, qui fait un peu ce qu'il veut, l'acteur, tu vois, etc. Et est-ce que toi, ça t'arrive de vouloir te balader entre ces différents cadres oratoires? Tu arrives à changer, à être Madame Parfaite par moment. Enfin, moi, je trouve que tu es Madame Parfaite super solide. Et je le vois aussi, tu as une capacité à être Madame Libre ou Madame Cool quand tu rentres dans ce mode acting studio. Comment tu fais pour passer facilement de ces cadres? Je sais pas, mais j'adore le faire. Enfin, je pense que c'est ce qui m'amuse le plus dans l'art oratoire. C'est justement de jouer avec tous ces cadres, de choquer un peu le public aussi, d'une certaine façon. Donc, de commencer quelque part et d'arriver autre part. Et je pense que c'est aussi ça qui te rend un peu... en toute humilité, bien évidemment, mais qui te rend un peu captivant. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à repérer exactement qui tu es. Et du coup, que tu ne rentres pas nécessairement dans ces cadres et que tu arrives un peu à jouer avec tout ça, que tu te balades un peu comme si tu jouais à la marelle, en fait, entre tout ça, en fonction de... Et c'est là aussi où je pense que le plus important dans la prise de parole, c'est ton public, c'est à qui tu parles. C'est qu'en fait, tu vois comment ils réagissent. Par exemple, j'avais fait une conférence à Reims et le parterre du public, c'était 50% de gens de plus de 80 ans et 50% d'étudiants. Okay. Et donc vraiment, j'avais... Et en plus, 50% de gens de plus de 80 ans, rémois, champenois, bien carré, bien machin. Enfin, voilà, c'est pas avec eux que je vais faire des petites... Hein. Oui, j'ai un peu essayé, mais bon, ça m'amusait un peu. Mais c'est pas avec eux que je vais faire des petites blagues de parisienne ou des blagues de mon environnement, quoi. Enfin, tu vois. Okay. Et t'avais plein de jeunes qui, eux, me ressemblaient beaucoup et qui sont un peu la cible de JMA, qui sont des jeunes issus de minorités visibles, qui font des études de sciences politiques, enfin, voilà, quoi. Et en fait, en voyant le public,
public, je me dis, ok, là, on va s'amuser. Là, il y a un truc à faire. En fait, comment est-ce que je peux me rendre crédible auprès de tout le monde? Donc, je vais faire la première de la classe au début. Ok. Et ensuite, essayer de faire rire les uns avec les autres. Ok. Donc, faire des blagues un peu générationnelles pour voir si, en fait, les deux se reconnaissent dans le public sur ce type de blague. Essayer de, à un moment, ne m'adresser qu'à cette cible et à un autre qu'à cette cible. Essayer de jouer un peu avec leurs nerfs aussi, en disant des trucs qui leur plaisent pas forcément et voir comment ils réagissent. Enfin, comment est-ce que je peux m'amuser avec un public aussi, enfin, vraiment diamétralement opposé, et qu'à la fin, tout le monde y ait trouvé son compte. Ouais. Et pour moi, la seule façon, c'est justement de faire la marelle entre tous ces cadres et d'essayer de tester en fait qui marche le mieux avec qui et à quel moment. Ok, chose que tu as. Donc c'est une stratégie consciente qui permet au public d'être plus réceptif et qui permet d'avoir plus d'impact. Ouais. Et j'imagine que chez les personnes que tu accompagnes, moi, c'est un truc que je vois beaucoup chez les gens que j'accompagne, il y a une grande difficulté à sortir de ce monsieur, madame parfait. C'est-à-dire que toi, c'est conscient, tu arrives à... Mais attention, peut-être qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur, qu'il faut pas... C'est quoi le conseil que tu donnerais pour réussir à aller vers plus d'authenticité et moins de perfection parce qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose? Ouais. Je sais pas, je me pose la question aussi, donc j'espère que tu m'aideras. Ah bah, moi, Ouais, ce qui peut aider, moi, ce que je trouve efficace, c'est, tu l'as dit, je trouve, c'est de se centrer sur le public. C'est-à-dire que souvent, monsieur, madame parfait, il parle pour lui. Il parle pour se dire bravo, t'as géré, t'es super. Alors que quand tu demandes ce que les gens préféraient, il est rare que les gens préfèrent monsieur parfait, madame parfaite à monsieur cool, monsieur libre. Et souvent, monsieur parfait reste parfait, madame parfaite reste parfaite parce qu'il se sent pas légitime. Donc, je parle pour moi, je suis auto-centré. Et plus je me décentre, plus je me déstresse, plus j'arrive à être un peu plus authentique parce que les gens n'attendent pas de moi d'être parfait. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, vraiment, je pense que c'est la meilleure solution. Et après, tu vois, je sais qu'il y a un conseil que tu donnes qui est hyper utile, qui est peut-être un peu d'annoncer que t'es stressé, annoncer que ça te fait peur et tout. Peut-être des fois, ça marche. Après, il faut faire attention au public. Pareil, tu vois, donc si t'es devant un parterre de public qui, en fait, part du principe que tu devrais être stressé, que toi, jeune femme arabe, bah, en fait, ce serait zinzin que tu sois à l'aise. Bah, en fait, leur dire je suis très stressée, c'est les confronter, enfin c'est les conforter dans leur biais. Tu vois, au contraire en fait, il faut arriver à dire bon, c'est pas facile pour moi de vous parler de ce sujet, mais je vais essayer quand même. Mais de pas utiliser le mot stressé, parce que je pense qu'en fait on t'attend un peu là-dessus. Et au même titre, je pense que pouvoir dire des choses type bon, je vous avoue, j'avais pas très envie de vous raconter ça, mais bon, allez, je me lance. Bon, je vais vous faire une confidence ou s'il faut vous le dire, je vous le dis. Enfin, en fait, ce genre de choses qui donnent l'impression qu'on vous reconnaît en tant que personne. Qu'en fait, c'est bien vous qui vous exprimez. Que c'est bien quelqu'un qui a ses idées, qui porte le sujet et pas juste un espèce de robot qui en fait, est là en représentation uniquement. Ouais. Et je pense que ce truc-là, ça connecte au public et même vous allez le voir parce que en fait, vous allez voir les gens vous regarder dans les yeux, attendre la fin de votre phrase. Vous allez voir les gens réagir entre eux en disant « Oh, ouais, carrément. Ce genre de choses, en fait, pour moi, en tout cas moi, personnellement, c'est galvanisant. En fait, c'est ça qui fait que je me dis, ok, en fait, ça valait la peine que je parle parce que les gens sont en train de se connecter avec ce que je raconte. Et en fait, tentez ça, en fait. Laissez-vous surprendre par à quel point les gens sont intéressés par qui vous êtes. Ah, mais t'as totalement raison. C'est-à-dire que d'un côté, ça aide la personne à sortir de ce côté parfait, parce que je suis dans la relation, parce que je vais faire une confidence. Ouais. Et d'un autre côté, ça aide le public à sortir de son attente potentielle qui pourrait être, il faut qu'il soit parfait, parce que je me suis autorisé, et par rapport au fait de dire je suis stressé, mais 1000 fois d'accord là aussi, pour moi, le truc qui me dérange à chaque fois dans les formations et coaching, c'est les gens qui se dénigrent. Qui vont dire au dernier moment, en fait, voilà, j'ai présenté, alors je suis désolé, ma presse, je l'ai terminée hier, ça alors qu'ils l'ont terminée il y a 2 mois. Se dénigrer, c'est autre chose que d'exprimer l'émotion, et je crois que souvent, on fait la confusion. Ouais, complètement. Un peu dommage. Et en fait, peut-être parce que je sais que se dénigrer, c'est un truc, honnêtement, c'est un truc super français. Ouais, vraiment. Moi, j'évolue beaucoup dans un monde anglo-saxon en ce moment. T'entendras pas un mec dire, je l'ai fait hier à la présentation. Alors qu'il l'a fait hier. Ouais, il l'a fait ce matin. Il l'a même pas fait. C'est un stagiaire qui l'a fait. Tu l'entendras jamais. C'est vraiment ultra français d'avoir ce truc de je suis désolée, excusez-moi d'exister, vraiment pardon, je suis trop désolée. Et en fait, essayez le personnage, moi je le teste en ce moment, ça me fait pas mal rigoler, le personnage inverse. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, je vais vous scier en deux. Ça va être fou. Vous êtes prêts? Installez-vous, accrochez-vous, ça va être super. Tu fais pour le public quelque part. En fait, ça crée le même effet. Parce qu'en fait, tu te dénigres pour te rendre plus sympathique, non? C'est ça que tu essayes de faire en général. Tu te dénigres pour dire ça va vraiment, soyez indulgents avec moi. Mais en fait, dire ça va être exceptionnel, accrochez-vous, même si ça ne l'est pas et que c'est même nul. Ça crée déjà quelque chose. Évidemment, en fait, ça met les gens dans une certaine ambiance, ça se dit, bon, ça
va, il rigole. Enfin, personne te croit quand tu dis... Enfin, c'est des slides. Enfin, je veux dire, personne te croit en pensant que tes slides vont être extraordinaires, que ça va changer le cours de leur existence, tu vois. Donc, essayez ça plutôt que de vous dénigrer. Jouez le... Moi, j'ai une tata, par exemple, que je n'ai jamais entendue une seule fois faire ne serait-ce qu'une simple autocritique d'elle-même quand elle essaye des habits. Elle va essayer le truc, ça va être laid, ça va être très moche. Elle va dire « Je suis incroyable, je suis merveilleuse, c'est magnifique, c'est super, je suis trop belle. » Non mais t'as vu ça? T'as vu comment je suis belle? Mais c'est fou, je suis incroyable. Elle y croit vraiment. Elle va pas l'acheter. Elle va pas l'acheter. l'acheter. Ouais. Mais elle va pas te laisser la place de lui dire « Ouais, c'est vrai, ça te va pas. » Enfin, en fait, elle va pas laisser cet espace. C'est elle qui est en contrôle de ce genre de critique, pas toi, en fait. Et donc, comme elle ne te laisse pas la place de lui faire de la critique, bah, elle ne le fait pas. Et c'est pareil au travail. Moi, j'ai plein d'amis au travail qui passent leur temps à se faire des espèces de... à se critiquer eux-mêmes. En fait, devant les gens. Je dis « Mais le dernier truc que tu fais, c'est ça. Pourquoi tu donnes des armes aux gens comme ça? Pourquoi tu leur donnes des munitions pour venir te tirer dessus après? Fais pas. » Et après, tu te plains, du coup, que les gens te critiquent. Ah, après, tu te plains. Non, c'est toi qui leur as dit en premier. Qui c'est qui leur a mis l'idée dans la tête? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Donc maintenant t'arrêtes. Devant les gens, tu es super. C'est un conseil que j'ai jamais entendu, mais qui fait sens. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si tu tends le bâton pour te faire battre, normal. Hein. Il y a de l'espace pour derrière qu'on te colle des étiquettes. Bien sûr. Enfin, il faut pas être étonné qu'on pense de toi ce que tu penses de toi. Donc en vrai, si tu veux renverser le truc, bah arrête de dire ça devant les gens. T'as le droit de le penser. T'as le droit de le dire à ton mari, ta femme, ton proche, machin, etc. Parce que c'est des espaces de sécurité. Mais au travail, on n'est pas là pour ça en fait. Donc si t'as envie de gagner, tu joues pas le jeu de non mais moi vous savez, moi je suis chiante, hein, ou moi je suis nulle, ou moi non. C'est fou parce que tu sais quand tu dis ça, là en plus tu l'as fait avec cette voix qu'on pourrait dire petite fille, et tout. J'ai l'impression que tu sais c'est beaucoup de femmes, peut-être que c'est français, qui ont été élevés avec cette idée de plus tu montres que t'es j'allais dire un truc terrible, une petite chose, mais qui grave. prend pas trop de place, qui parle pas trop fort, sûr. Plus tu vas être féminine. Tu penses que c'est lié cette féminité à... C'est ce que je te disais, moi j'essayais de me rendre inoffensive. C'est ce truc de vous inquiétez pas, moi je suis gentille. Faut qu'on me plaigne. Moi je suis là pour soutenir, je suis là pour accompagner, je suis là pour aider. Je suis là pour... Non, moi, je suis là ni pour soutenir, ni pour accompagner. Moi, je suis là pour moi. C'est mon travail, en fait. On est là pour travailler tous ensemble. J'adore mon taf, je vais le faire. En fait. Et il y a ce truc de, en fait, pour exister dans le milieu de la corporation en tant que femme, il faudrait se rendre tout petit. Et je pense que parce que moi, je prenais la parole en public, etc., et que du coup, je ne me rendais pas toute petite du tout, j'essayais de surcompenser en me rendant inoffensive à la place. En disant, je parle, hein, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour vous. Enfin, ça va aller. Je parle, mais c'est pour vous faire plaisir. Et en fait, il faut arrêter avec tout ça. Hein. Enfin, personne ne gagne là-dedans. Je sais plus c'était quelle, mais il faut que je t'envoie cette vidéo que je trouve hilarante. C'est une députée de je sais plus de quel pays d'Afrique subsaharienne anglophone qui dit en fait je parle aux jeunes de la nouvelle génération, be a bad girl, only the bad girls get the corner offices. Si tu continues à être sweet and nice and happy and machin, en fait tu n'arriveras jamais à rien parce qu'on continuera de partir du principe que t'es juste content d'être là. Et en fait moi je suis pas juste contente d'être là, moi je veux faire mon taf et je veux être rétribuée à ma juste valeur dessus. Et si vous ne vous défendez pas sur ça, en fait, personne vous le donnera. Trop bien, trop inspirant, je pense, pour tellement de personnes, des femmes et des hommes. Si tu souhaites être à l'aise pour parler en public, j'ai créé une masterclass « Comment parler en public avec confiance ». Si parler en public est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je t'invite à regarder cette masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu trouves en ligne, les tutos YouTube. C'est une mine d'or sur la prise de parole qui t'attend. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la bio ou dans la description et profite à fond du contenu qui t'attend. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Et tu vois, on arrive lentement vers la fin de ce beau moment. Ça en fait partie, j'imagine, mais est-ce que tu as 2-3 conseils comme ça sur le fait de gérer son stress, sur le fait d'être plus à l'aise, voire d'être plus éloquent quand tu parles en public? Il y a celui-ci que je trouve super pertinent, qui est de se dire sortir de ce stéréotype féminin, de ce qu'on attend de la femme, à savoir prendre peu de place et tout ça, qui demande de conscientiser. Est-ce que t'en vois d'autres? En vrai, je pense qu'il y a vraiment un bienfait à la préparation. Sans tomber dans la surpréparation, évidemment, mais il y a un bienfait à s'asseoir avec son sujet, à faire un peu de l'exploration, à travailler dessus, à pas essayer de bachoter, mais à essayer vraiment de poser un peu, voilà le thème, voilà l'affirmation avec laquelle j'ai envie que les gens
sortent, en gros l'idée principale, et ensuite voici les arguments qui viendraient sous-tendre cette idée. Et en fait, si vous arrivez à travailler un peu autour de ça, vous serez beaucoup plus à l'aise à amener en gros les sujets qui vous intéressent le plus, parce que ça vous donnera un peu les moyens d'illustrer à chaque fois vos propos et un peu de vous balader dans votre idée. Et je pense que quand on sait se balader dans son idée, en fait, on est vraiment invincible. Et peut-être l'autre conseil, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, essayez plein de fois. En fait, mettez-vous un objectif qui n'est pas l'objectif de la personne qui vous invite. Donc par exemple, moi je suis invitée à une conférence, l'objectif de la conférence c'est parler de, je sais pas moi, l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ça c'est leur objectif. Moi, mon objectif c'est de tester un nouvel argumentaire en face du public, d'essayer de voir si on peut trouver des financeurs, d'être convaincant sur le sujet. Trop bien. Ça c'est mes objectifs. Et ne vous dérobez pas face aux objectifs des autres. C'est pas parce que le gars qui t'a invité à la conférence, il t'a dit moi je veux vraiment qu'on réussisse à faire ça, que toi tu dois le faire. Par exemple, je te donne un dernier exemple, je m'étale un peu mais je le trouve hyper utile cet exemple. On a fait en 2021 une conférence, c'était à Strasbourg pour un forum diaspora, et j'étais sur une table ronde avec une jeune femme pour qui l'exercice était un peu nouveau, qu'elle avait jamais vraiment fait de panel comme ça, jamais vraiment pris la parole, etc. On était toutes là parce qu'on représentait des organisations, et donc l'objectif pour nous, a priori, c'était de mettre en lumière ce qu'on faisait dans l'organisation. Elle a fait un écueil que je pense être hyper commun et que je reconnais, c'est que elle s'est évertuée à essayer de répondre aux questions. Et en fait, quand elle avait pas la réponse, elle se lançait dans des alors je sais pas, mais je pense que j'imagine que alors c'est vrai. Élève, exactement. Et du coup, je suis allée la voir après et elle m'avait dit mais toi tu fais ça trop bien et tout, comment tu fais? Et je lui ai dit honnêtement, je fais un truc que toi il faudrait que tu arrêtes de faire, arrête de répondre aux questions. Si la question elle rentre pas dans ton objectif, dans ta cible, dans là où tu as envie de toi aller pour répondre à toi tes enjeux, tu fais diversion. Tu dis c'est une question super intéressante, mais je pense vraiment que la centralité du sujet elle se trouve là. Tu dis c'est intéressant que vous me parliez de ça, j'ai lu un papier il y a pas très longtemps, il faut que je vous le retrouve. Enfin bref, il faudrait peut-être qu'on parle de ça. Ça t'arrive à le faire dans les médias, je l'ai pas mal observé, Ouais, et en fait, fais ça, fais diversion. T'es pas là pour ça, on n'est pas dans une espèce de résidence de 3 jours où on est là pour faire de l'idéation et du brainstorming. Tu es là pour représenter ton organisation. À partir de là, tu ne réponds qu'aux questions qui sont là pour mettre en avant ton organisation, et si la question ne le fait pas, la réponse le fera. Ok, donc finalement c'est un troisième point. Donc il y a plusieurs points, il y a à la fois bien connaître le message, savoir exactement ce que tu veux dire. Il y a l'entraînement, le fait de pratiquer, de s'entraîner, il n'y a pas de secret. Et puis tu le dis là, avec cet exemple, sortir de cette volonté d'être le bon élève qui fait exactement ce qu'on attend de lui. Et j'adore cette idée d'avoir l'objectif, on va dire, professionnel, de la prise de parole, mais aussi un objectif personnel. Et ça, c'est moi pour moi, quoi. C'est moi qui attends ça pour moi et qui l'ai anticipé. Trop bien. Ça, il faut retenir ces 3 idées. Il y a 2 dernières questions que j'aimerais te poser. La première, c'est est-ce que toi, tu as une question à me poser par rapport à, je sais pas, la prise de parole ou des choses qu'on s'est dites? Moi, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup, c'est en fait, moi, je parle de sujets un peu donnés. Ouais. Toi, t'es là pour aider les autres à parler de sujets donnés. Comment tu fais pour, en gros, accompagner plein de gens qui ont 1 milliard d'enjeux différents et les emmener vers une seule méthode, en fait? Pas forcément une seule méthode, mais c'est quoi ta boîte à outils pour les accompagner concrètement? Ouais, il y a plusieurs éléments. Tu vois, c'est vrai que je fais pas mal de conférences, de formations, etc. Et je me rends compte que malgré la diversité des parcours, on se ressemble beaucoup. Franchement, on a tous à peu près les mêmes peurs. Hein. La peur d'être critiqué, du regard des autres, de faire des erreurs, de pas être légitime, de décevoir, de perdre ses moyens et de l'autorité dans une certaine mesure. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les peurs qui sont les plus importantes chez la personne qui est en face de moi. Et une fois qu'on a ça, ce qui rassure, tu sais, c'est comme quand on veut conduire, c'est d'avoir passé du temps pour apprendre le code et le passer. Donc en gros, tu as des méthodes, regard, posture, gestuelle voix sur la structure, pareil, sur l'improvisation, pareil. Et je crois qu'on devient vraiment un bon orateur quand on arrive à se libérer des méthodes. Et pour moi, maîtriser, c'est pas appliquer, c'est choisir d'appliquer ou pas. Je suis d'accord. Tu vois. Et après, le point sur lequel tu parlais et que l'on sous-estime, c'est l'entraînement et la pratique. Tu vois. C'est comme le sport. Je comprends pas que les gens... C'est fou, hein, tu sais. On va à la salle de sport tous les jours. Ça viendrait à l'idée de personne de se dire, j'y vais une fois, et puis après, c'est fini, j'ai plus besoin d'aller faire du sport, tu vois. Bien sûr. Pour moi, c'est pareil avec la prise de parole. C'est-à-dire, c'est comme un muscle, si tu l'entraînes pas, crois pas que ça va être efficace et performant quand on aura besoin. Moi, je t'ai dit, je me refais tous les matchs. Je regarde toutes mes prises de parole. Ouais. C'est désagréable, hein. Enfin, personne n'aime s'écouter parler comme ça ou se savoir dans son casque, machin, mais c'est le seul moyen de progresser pour moi. Et tu arrives à mettre d'un côté point positif, point d'amélioration, tu vois que ce qu'il faut améliorer, que ce qui va pas? Non, honnêtement, j'arrive vraiment à faire l'exercice. Avant, je faisais vraiment le truc hyper critique de c'est nul, oh là là, j'ai dit ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. Et en fait, plus tu le fais, plus tu arrives à te mettre à distance. Et aujourd'hui, vraiment, j'arrive à me dire ça, c'était top, ça, j'ai bien fait de dire ça, c'était super. Et ça, j'ai cherché mes mots, j'ai trop bifurqué,
Ça, j'aurais pas dû. Et en fait, j'arrive ensuite à m'améliorer comme ça. Mais pour moi, c'est un exercice essentiel. Même si je sais que la bienséance voudrait qu'on dise « Ah, mais moi, je m'écoute jamais parler, ça me fait trop de mal. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne vont pas, tu vois. Donc, tu fais bien d'être honnête là-dessus. Ah non, regardez-vous. Si vous pensez vraiment que tous les acteurs, les chanteurs, les machins ne s'écoutent pas, vous êtes... faut être naïf, hein. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous, écrivez-vous, écoutez-vous, refaites-vous les matchs. C'est le meilleur moyen de progresser. C'est clair. Et ben, c'est top, je vais pouvoir te poser la dernière question. Qui est, est-ce qu'il y a une anecdote personnelle, quelque chose que tu as vécu, en lien avec la prise de parole, pas forcément d'ailleurs, que tu n'as jamais dit à personne et que tu aimerais partager Tiens, moi, il y a une anecdote que j'ai confiée me concernant, on m'avait posé la question, que les auditeurs verront dans une autre interview. Je sais pas, est-ce que quelque chose te vient à l'esprit? Il y a un truc que je peux te raconter, mais je l'ai dit à personne parce que ça vient de se passer. Okay. En gros, mardi dernier, je devais enregistrer un podcast avec quelqu'un que j'aime beaucoup, donc une jeune femme qui était avec moi à l'école, que je connais personnellement, etc. Et c'était un podcast d'1 heure pour parler de plein de choses. Et on s'était dit, on fait ça à bâton rompu, ça va super bien se passer. Ce podcast était un désastre. Vraiment, c'était un désastre. J'ai passé une heure très difficile. T'as été interviewée ou c'était toi qui m'interviewais? Non, c'était elle qui m'interviewait. D'accord. Et j'ai été trop nulle. Okay. Vraiment, je vais pas te mentir, j'ai été 0. Et j'ai passé la semaine à réfléchir à pourquoi. Et c'est la première fois de ma vie que je demande un do-over. Donc c'est la première fois de ma vie que j'appelle la personne en disant « Je suis désolée, ça peut pas passer, il faut qu'on recommence. Okay. » Parce que je peux pas assumer ça. Et en fait, ce qui s'est passé, maintenant j'arrive à le théoriser, c'est que je passe un mauvais quart d'heure en ce moment parce que politiquement, idéologiquement, etc., la vie est difficile. Politiquement, il y a des choses qui se passent avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ça me pose plein de questions sur le futur. Bref, c'est installé en moi un certain fatalisme, un certain pessimisme, un certain fatalisme, et ça c'est pas bon pour la prise de parole, c'est pas bon pour être convaincant. Ok, faut être enthousiaste, faut être pas enthousiaste, mais pas fataliste non plus. Pas quand on dit et du coup c'est quoi les solutions, répondre, il y en a pas. Ce que j'ai fait là, elle m'a dit tu penses qu'il y a un moyen, j'ai dit non. Tu vois, parce que en fait j'ai ramené ma tempête avec moi. Okay. Tu vois, moi j'étais déjà vraiment, quand je te dis que c'était la tempête, il pleuvait dans ma tête et j'ai ramené la pluie dans ce bureau. Tu l'as senti avant de venir, c'est-à-dire que tu savais que ça allait être bien. Et j'arrivais pas à sortir en fait, et j'arrivais pas à le quitter. Et en fait, je me suis dit, j'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire, ça va pas en ce moment. Et il faut apprendre à s'écouter en se disant, ça va pas en ce moment. Là, je vais arriver avec ma tempête. L'autre truc, c'est que j'ai sous-estimé, en fait, parce que je la connais bien et qu'on est copines, etc. Et ben en fait, à elle, je dis des choses que je n'ai pas envie de dire en public. Ok. Et du coup, je n'ai pas respecté mes propres limites. Et parce qu'elle était en face de moi, je disais, bon, j'ai pas envie de dire ça, mais bon, ça, machin, etc. Et en fait, je l'ai amèrement regretté. Donc, connaissez vos limites. C'est pas parce que vous êtes en face de quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous connaissez, avec qui vous avez déjà traité de ces sujets, que ça vaut la peine d'en parler en public. Donc, vraiment, apprenez à connaître vos limites. Et le troisième truc, c'est accepter l'échec. C'est dire, même si la personne, elle vous aime beaucoup, qu'elle vous admire, qu'elle vous l'a déjà exprimé, etc. Je suis désolée, là, j'ai été nulle. J'ai vraiment pas aimé. Je peux pas laisser ça passer. Il faut qu'on recommence. Elle était d'accord avec toi quand tu as dit ça? Non, elle était pas d'accord. Elle disait oui, je sais que c'était un peu brouillon, etc. Machin. J'ai dit non, vraiment. En fait, ton podcast mérite mieux. Moi, je mérite mieux. L'orga et les sujets qu'on porte méritent mieux. On peut pas se permettre de faire ça. Il faut qu'on recommence. Okay. Et ça, vraiment, je pense que c'est important aussi de le partager. Il y a des fois où on se foire, quoi. Et c'est ok, c'est pas grave. Hein. Et vu qu'on les voit pas, c'est vrai que souvent on les imagine pas. Mais t'as tellement raison. Tu vois, c'est qui Doechii, la rappeuse là? Non. C'est une super rappeuse en ce moment qui est hyper connue, qui vient de gagner plein de Grammy, etc. Et elle dit tout le monde veut parler de la façon dont ils ont réussi et personne veut parler du moment où ils aimaient pas ce qu'ils faisaient. Et elle parle vraiment beaucoup des moments où she didn't like her art. Elle aimait pas ce qu'elle faisait parce que c'est ça qui inspire, je pense. C'est ça qui rend l'exercice plus accessible pour ceux qui sont encore à ce stade. C'est clair. Tu vois, donc pour moi, c'est aussi important de dire toutes les fois où ça cloche, quoi, où ça marche pas. C'est top. Merci de ce partage. Merci Amina et merci pour le temps que tu as accordé à ce podcast. C'était un plaisir. J'espère que c'était utile pour tes auditeurs. Moi, j'ai toujours plaisir à regarder tes vidéos. J'apprends beaucoup aussi. Donc, j'étais intervenante, mais aussi grave cliente. Merci Amina. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.